Le ciel du soir s'embrasait de teintes pourpres et orangées au-dessus de la skyline imposante de la Défense. Céleste Dubois vérifia une dernière fois son apparence dans son miroir de poche avant d'entrer dans l'ascenseur. À 29 ans, elle était superbe dans sa simple robe noire qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux courts, fraîchement coiffés, encadraient son visage, la faisant paraître différente de la femme qu'elle était 2 ans auparavant. C'était là le but de ce changement, devenir une nouvelle personne. « 15e étage, s'il vous plaît, » dit-elle au liftier, essayant de calmer les papillons dans son ventre. Céleste n'avait pas eu de rendez-vous depuis plus d'1 an, pas depuis que son divorce d'avec Étienne Moreau avait été prononcé. La douleur de leur séparation persistait, telle une sourde lancinante qu'elle ne parvenait pas à dissiper. « Ressaisis-toi, » se murmura-t-elle. « Ce n'est qu'un dîner. » Mais ce n'était pas qu'un dîner. C'était sa première tentative de passer à autre chose. Sa sœur Amélie l'avait pratiquement forcée à télécharger cette application de rencontre. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie à enseigner le pilate et à pleurer sur de vieilles photos de mariage, lui avait dit Amélie sans détour la semaine dernière. Il est temps de rencontrer quelqu'un de nouveau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant le restaurant panoramique. Un doux jazz résonnait tandis que des serveurs en uniforme impeccable se déplaçaient entre les tables. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées. C'était exactement le genre d'endroit qu'Étienne aurait choisi, élégant, mais pas ostentatoire. Céleste prit une profonde inspiration et donna son nom à l'hôtesse. « Votre table est déjà prête, » dit la jeune femme avec un sourire. « Par ici, s'il vous plaît. » Céleste la suivit, balayant le restaurant du regard à la recherche de son rendez-vous. Grégoire était son nom. Son profil indiquait qu'il était architecte, à succès, intelligent, célibataire depuis peu. Elle avait aimé son sourire franc sur ses photos et la manière dont il parlait de sa famille. L'hôtesse la conduisit à une table près de la fenêtre. Un homme était assis, le dos tourné, un bouquet de roses blanches posé sur la table à côté de lui. Céleste sourit. Quelle délicate attention. « Votre invité est arrivé, monsieur, » annonça l'hôtesse. L'homme se leva et se retourna. Céleste sentit son cœur s'arrêter. Le sourire mourut sur ses lèvres. « Étienne » murmura-t-elle, le sang désertant son visage. Étienne Moreau resta figé, sa haute silhouette raidie par le choc. Ses yeux sombres s'écarquillèrent en la dévisageant. « Céleste » dit-il, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'hôtesse les regarda l'un après l'autre, sentant la tension. « Ça va bien ?»« Non, » dit Céleste, retrouvant sa voix. « Non, ça ne va pas. Il y a eu une erreur. Tu es le rendez-vous de mon frère ?» demanda Étienne, l'incrédulité inscrite sur son beau visage. L'esprit de Céleste s'emballa. « Frère ?» puis elle comprit. « Grégoire Moreau, le jeune frère d'Étienne. » Elle n'avait pas fait le lien car elle ne l'avait connu que sous le nom de Greg pendant leur mariage. « Ce n'est pas possible, » dit-elle en secouant la tête. « Je m'en vais. » Elle se tourna pour partir, mais Étienne lui attrapa le poignet. Son contact lui envoya un choc inattendu à travers le corps. « Attends, » dit-il, « s'il te plaît. Lâche-moi, Étienne. » Il la relâcha immédiatement. « Je suis désolé, mais s'il te plaît, ne t'enfuis pas, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi? Que ton frère nous a arrangé ce coup comme une sorte de mauvaise blague? » Non, bien sûr que non. Il n'est pas au courant. Je triais ses rendez-vous pour lui. J'ai choisi ton profil sans réaliser que c'était toi. Tu as changé de coiffure, ton nom de famille. Céleste toucha son carré court, gêné. Je suis revenu à mon nom de jeune fille après le divorce. Tu te souviens? Le divorce pour lequel tu n'as pas combattu? Étienne tressaillit comme si elle l'avait giflé. Céleste, s'il te plaît, assieds-toi, bois un verre. Ensuite, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Elle aurait dû partir. Tous ses instincts lui crièrent de fuir. Mais quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle avait rarement vue pendant leur mariage, la retint. « Un seul verre, » accepta-t-elle froidement. « Ensuite, je m'en vais. » Ils s'assirent dans un silence gênant jusqu'à l'apparition du serveur. Étienne commanda un whisky. Céleste demanda un verre de vin blanc. « Tu as l'air bien, » dit Étienne finalement, ses yeux parcourant son apparence. « La coiffure te va bien. »« Non, » prévint-elle. « Ne fais pas comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvent. Comment devrais-je agir, Céleste? Ce n'est pas vraiment une situation pour laquelle je m'étais préparé. Et si tu agissais comme l'homme qui a laissé sa femme partir sans combattre, ce devrait être facile. Tu t'es entraîné. » Les boissons arrivèrent, épargnant à Étienne d'avoir à répondre immédiatement. Il prit une longue gorgée de son whisky, les jointures blanches autour du verre. « Je n'ai jamais voulu que tu partes, » dit-il doucement. Céleste rit, un son sec dénué de toute gaieté. « C'est drôle, parce que moi, je me souviens de t'avoir supplié de me parler, de me dire ce qui n'allait pas.
Je me souviens d'avoir pleuré jusqu'à m'endormir pendant que tu travaillais tard. Je me souviens de t'avoir demandé de te battre pour nous, et tu es resté là, silencieux, à me regarder faire mes valises. Je pensais faire ce qui était le mieux pour toi. Le mieux pour moi? Sa voix monta légèrement, faisant jeter un coup d'œil aux convives voisins. Elle se pencha en avant, baissant le ton. Comment briser mon cœur pouvait-il être le mieux pour moi? Les épaules d'Étienne s'affaissèrent. Pour la première fois, Céleste remarqua les cernes sous ses yeux, les nouvelles rides sur son visage. Ma mère allait de plus en plus mal, dit-il. L'Alzheimer. J'étais en train de sombrer, Céleste. Entre le travail et m'occuper d'elle, l'avoir oublié qui j'étais jour après jour, je ne pouvais pas te charger de ça. J'étais ta femme, siffla-t-elle. C'est ce que signifie le mariage. Dans la maladie comme dans la santé, tu te souviens? Ces vœux que nous avons échangés? Je me souviens de chaque mot, dit-il, la voix nouée. Je ne pouvais juste pas regarder une autre femme que j'aime souffrir. Le mot « aime » planait entre eux au présent tel un fil électrique sous tension que ni l'un ni l'autre n'osait toucher. À une autre table de l'autre côté du restaurant, un jeune homme au visage familier entra, jetant un coup d'œil autour de lui. Grégoire Moreau était arrivé, son expression passant de l'anticipation impatiente à la confusion lorsqu'il aperçut son frère assis avec une belle femme. « Étienne » appela-t-il, s'approchant de leur table. « Que se passe-t-il » Étienne se retourna, la tension visible dans sa mâchoire. « Greg, ce n'est pas ce que tu crois. » Grégoire regarda Céleste, puis ses yeux s'écarquillèrent, la reconnaissance naissant sur son visage. « Céleste, c'est bien toi ?»« Bonjour, Greg, » dit-elle, tentant un sourire. « Ça fait longtemps. »« Je ne comprends pas, » dit Grégoire, les regardant l'un après l'autre. « Étienne, pourquoi es-tu ici avec mon rendez-vous? Et Céleste, tu es mon rendez-vous? » « Ton frère était en train de trier tes rendez-vous, » expliqua Céleste, sa voix émaillée d'ironie. « Apparemment, il m'a choisi sans réaliser qui j'étais. C'est drôle comme la vie est faite, n'est-ce pas ?» Les yeux de Grégoire s'écarquillèrent. « C'est plus que gênant. Je suis tellement désolé, Céleste. Je n'avais aucune idée. »« Ce n'est pas ta faute, » l'assura-t-elle en se levant. « Mais je devrais partir. »« Non, s'il te plaît, » dit Grégoire. « C'est moi qui vais partir. Vous avez manifestement des choses à discuter tous les deux. »« Il n'y a rien à discuter, » insista Céleste, attrapant son sac à main. « Ce n'est pas vrai, et tu le sais, » dit Étienne, se levant lui aussi. « Il y a 2 ans de choses que nous n'avons jamais dites. » Grégoire regarda son frère, une nouvelle compréhension dans ses yeux. « Tu ne m'as jamais vraiment dit ce qui s'était passé entre vous deux, n'est-ce pas? Tu t'es juste refermé sur toi-même, comme tu fais toujours. Ne te mêle pas de ça, Greg, » prévint Étienne. « Non, je ne le ferai pas, » rétorqua Grégoire. « Parce que je t'ai vu te décomposer après son départ. Et maintenant, le destin te donne une seconde chance. Et tu vas quoi? La laisser partir encore une fois? » Les frères se fixèrent, des années de tension inexprimée remontant à la surface. « J'ai besoin d'air, » dit Céleste, se dirigeant vers l'ascenseur. « Céleste, attends » appelèrent les 2 frères après elle. Elle les ignora, traversant le restaurant à la hâte. Les portes de l'ascenseur se fermaient, quand une main se glissa entre elles. Étienne s'engouffra à l'intérieur, haletant. « Sors !» dit-elle, essuyant des larmes dont elle n'avait pas réalisé qu'elles coulaient. « Non !» répondit-il fermement. « Pas cette fois. » Les portes se refermèrent, les emprisonnant ensemble. Céleste se pressa contre le mur du fond, les bras croisés protecteurs sur sa poitrine. « Qu'est-ce que tu me veux, Étienne? Je veux t'expliquer. Vraiment t'expliquer. Pas ici, pas devant un public. Reviens à la table, s'il te plaît. » L'ascenseur s'arrêta à un étage inférieur et un couple y monta, bavardant joyeusement. Céleste et Étienne se turent, la tension entre eux palpable. Quand ils atteignirent le hall, Céleste sortit. Étienne la suivit. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle, la voix brisée. « Te voir, ça fait trop mal. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais peut-être est-ce parce que nous n'avons jamais vraiment clos les choses correctement. Nous avons juste arrêté. » Elle leva les yeux vers lui, vers ce visage qu'elle avait jadis mieux connu que le sien. Le visage qu'elle aimait voir au réveil chaque matin. « 1 heure, » dit-elle finalement. « Nous pouvons parler pendant 1 heure. Ensuite, je ne veux plus jamais te revoir. » Le soulagement inonda ses traits. « Merci. » Ils trouvèrent un coin tranquille dans le bar de l'hôtel, à l'écart de la foule. Étienne commanda d'autres verres, tandis que Céleste envoya un message à sa sœur pour lui faire savoir qu'elle allait bien. « Comment va Amélie ?» demanda Étienne lorsqu'elle rangea son téléphone. « Protectrice. Elle te tuerait si elle savait que je suis assise ici avec toi. » Un semblant de sourire effleura ses lèvres. « Elle a toujours été ta farouche protectrice. Il fallait bien que quelqu'un le soit, » dit Céleste avec un sous-entendu. Étienne hocha la tête, acceptant le reproche. « Je le mérite. Tu mérites bien pire. » Il soutint son regard sans ciller. « Je sais. » Céleste soupira soudain fatiguée. «
Dis-moi juste pourquoi, Étienne. La vraie raison. Pas la noble histoire du « je te protégeais ». La vérité. Étienne fixa son verre pendant un long moment avant de parler. Ma mère a commencé à oublier des choses. Des petites choses au début, où elle avait mis ses clés quel jour on était. Puis des choses plus importantes. Elle a oublié qu'elle avait invité des gens à dîner. Elle s'est perdue en allant au supermarché où elle allait depuis 20 ans. Céleste s'adoucit légèrement. Elle avait aimé la mère d'Étienne, avait passé d'innombrables week-ends chez elle, cuisinant ensemble et partageant des histoires. « Je me souviens, dit-elle, mais tu ne m'as jamais laissé t'aider, parce que j'étais terrifié, » avoua Étienne, la voix éraillée. « Mon père est parti quand ses premiers symptômes sont apparus. Il n'a pas pu gérer ça. J'avais 14 ans, Greg en avait 11. Il a juste déserté. Et j'ai juré que je ne ferais jamais ça à quelqu'un que j'aimais. Alors à la place, tu m'as repoussé? Je voyais ce que prendre soin d'elle me faisait, le stress, le chagrin de la voir disparaître petit à petit. Je ne voulais pas t'entraîner avec moi dans ma chute. Ce n'était pas à toi de décider, dit Céleste. J'étais ta femme. Je le sais maintenant, dit-il, se frottant le visage avec les mains. Mais à l'époque, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que je devenais mon père, distant, en colère, dépassé. Je pensais que si je m'éloignais, si je gérais ça seul, je pourrais te protéger de cette version de moi. Tu ne me faisais pas confiance pour être assez forte. Tarako non, la corrigea-t-il. Je ne me faisais pas confiance pour être assez fort pour nous deux. Ils restèrent assis en silence, le poids de sa confession planant entre eux. Comment va-t-elle maintenant? Demanda Céleste finalement. La douleur traversa le visage d'Étienne. Pire, elle a des bons jours et des mauvais jours. Les mauvais jours, elle ne me reconnaît pas du tout. Je suis désolé, dit Céleste, et elle le pensait. Ça doit être terrible pour toi. Le plus dur, c'est de traverser ça seul, avoua-t-il. Greg aide quand il peut, mais il a sa propre vie, et sans toi, il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Tu m'as manqué, dit-il plutôt, la regardant droit dans les yeux. Chaque jour pendant 2 ans, tu m'as manqué. Le cœur de Céleste tambourina dans sa poitrine. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Parce que ce n'est pas juste, dit-elle, la voix tremblante. Tu n'as pas le droit de me manquer après m'avoir laissé partir. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais voudrais-tu venir la voir? Ma mère, elle t'a toujours aimé. Même maintenant, parfois elle demande de tes nouvelles. Céleste hésita. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, dit-il. Pas pour moi, pour elle. Elle le regarda, voyant la douleur et l'espoir mêlés dans ses yeux, et se retrouva à hocher la tête. D'accord, mais juste pour la voir. Juste pour la voir, accepta-t-il. Alors qu'ils terminèrent leur verre, Grégoire apparut à leur table. « J'ai payé l'addition en haut, dit-il. C'est la moindre des choses pour le rendez-vous le plus gênant du monde. » Il se tourna vers Céleste. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. »« C'est bon, dit-elle. Ce n'était pas ta faute. N'empêche, je me sens mal. Mais... » Il jeta un coup d'œil entre eux avec une pointe de malice. « Peut-être que c'était le destin. »« Greg, » prévint Étienne. « Quoi? Je dis juste que de tous les profils que mon frère aurait pu choisir, il a choisi celui de son ex-femme. C'est une sacrée intervention du destin. Ou juste de la très mauvaise chance, rétorqua Céleste, mais il y avait moins de mordant dans ses mots maintenant. Je devrais y aller, dit-elle, rassemblant ses affaires. Il se fait tard. Je te raccompagne, proposa Étienne. Pas besoin, je peux prendre un taxi. S'il te plaît, Céleste, c'est la moindre des choses. Elle voulait refuser, maintenir la distance entre eux. Mais l'idée de s'asseoir seule dans un taxi, ses émotions en plein tumulte, était pire que de partager une voiture avec lui. D'accord, concéda-t-elle. Ils dirent au revoir à Grégoire, qui serra Céleste dans ses bras et murmura « Il n'a jamais cessé de t'aimer, tu sais. » Elle se dégagea sans répondre, ne faisant pas confiance à sa voix. Dehors, le voiturier apporta la voiture d'Étienne, la même élégante Mercedes noire qu'il avait eue pendant leur mariage. Certaines choses n'avaient pas changé. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs pâtés de maison, les rues familières de Paris défilant derrière les vitres. Céleste donna de brèves indications pour son nouvel appartement, un endroit qu'Étienne n'avait jamais vu. « Tu as déménagé dans le 17e arrondissement, » commenta-t-il. « Après que le studio a décollé, j'ai 5 instructeurs qui travaillent pour moi maintenant. C'est incroyable, dit-il, une fierté sincère dans la voix. Tu as toujours voulu ton propre lieu. J'ai fait beaucoup de choses après toi, des choses que j'avais toujours voulu faire. » L'implication flottait dans l'air, qu'elle avait prospéré sans lui, que le divorce l'avait peut-être libérée. « J'en suis content, » dit-il doucement. « Tu mérites tout le succès. » Quand ils atteignirent son immeuble, Étienne s'arrêta au bord du trottoir, mais ne coupa pas le moteur.
Il savait qu'il valait mieux ne pas supposer qu'il était invité à monter. « Merci pour le trajet », dit Céleste formellement, « et pour les explications. »« Merci d'avoir écouté, » répondit-il, « et d'avoir accepté de rendre visite à ma mère. »« Je t'appellerai pour organiser ça, » dit-elle, tendant la main vers la poignée de la portière. « Céleste, » dit-il, l'arrêtant, « je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais y a-t-il une chance? Pourrions-nous essayer d'être amis ?» Elle le regarda, l'homme autour duquel elle avait jadis construit sa vie, l'homme qui lui avait brisé le cœur par son silence. « Je ne sais pas, Étienne. Honnêtement, je ne sais pas. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends. Mais je veux que tu saches quelque chose. Si je pouvais revenir en arrière, je me battrais pour toi. Je me battrais de toutes mes forces. » Céleste sentit les larmes menacer de nouveau. « Bonne nuit, Étienne. » Elle sortit rapidement de la voiture, sans se retourner alors qu'elle entrait dans son immeuble. Ce n'est que lorsqu'elle fut en sécurité dans son appartement qu'elle laissa les larmes couler, des larmes de colère, de confusion et de quelque chose d'autre qu'elle n'était pas prête à nommer. À l'autre bout de la ville, Étienne était assis dans sa voiture, garé devant l'EHPAD de sa mère, le front posé sur le volant. « Je l'ai retrouvée, maman », murmura-t-il à la voiture vide, « et cette fois, je ne la laisserai pas partir sans combattre. » À l'intérieur de l'établissement, Éléonore Dubois était assise dans sa chambre, regardant une vieille photographie d'un beau jeune couple le jour de leur mariage, son fils et la belle-fille, dont elle oubliait parfois le nom, mais dont elle se souvenait toujours du sourire. « Ils retrouveront leur chemin », murmura-t-elle, touchant la photo de doigts tremblants. « L'amour trouve toujours son chemin. » Céleste se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête et le cœur plein de confusion. Elle attrapa son téléphone et vit 3 appels manqués de sa sœur, Amélie. Avant qu'elle ne puisse rappeler, son téléphone sonna de nouveau. Enfin, la voix d'Amélie était forte et impatiente. « J'appelle depuis ce matin. Comment s'est passé le rendez-vous? Ce Grégoire valait-il la peine de se mettre sur son 31 ?» Céleste s'assit dans son lit, se frottant la tempe. « Ce n'était pas Grégoire. »« Comment ça, ce n'était pas Grégoire? Il t'a posé un lapin? »« Non, il... » « C'est compliqué, Amélie. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Céleste Harper Dubois, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Céleste prit une profonde inspiration. C'était Étienne. « Étienne ?» Amélie cria pratiquement. « Comme ton ex-mari, Étienne? L'homme qui t'a brisé le cœur et n'a même pas eu la décence de se battre pour votre mariage? Cet Étienne-là? » « Oui, cet Étienne-là. » Céleste sortit du lit et se dirigea vers sa cuisine pour faire du café. C'était une méprise. Grégoire a demandé à Étienne de filtrer ses profils de rencontres et Étienne m'a choisi sans réaliser que c'était moi. Ça ressemble au scénario d'un mauvais film, dit Amélie. S'il te plaît, dis-moi que tu es partie dès que tu l'as vu. Céleste hésita. Pas exactement. Oh, Céleste, qu'as-tu fait? Nous avons parlé. Il m'a expliqué certaines choses sur ce qui s'est passé pendant notre mariage. Des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant. Jamais tu l'as cru? Après 2 ans de silence, il a soudain des explications. Sa mère a l'Alzheimer, Amélie. Ça s'aggravait quand nous étions ensemble, et il ne savait pas comment gérer ça. Il m'a repoussé parce qu'il pensait me protéger. Amélie ricana. C'est l'excuse qu'il te sort? Te protéger en te brisant le cœur? Quelle noblesse de sa part. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas, coupa Amélie. J'étais là, tu te souviens? C'est moi qui ai ramassé les morceaux quand il t'a mise de côté. C'est moi qui t'ai aidé à déménager. C'est moi qui t'ai tenu dans mes bras pendant que tu pleurais, jusqu'à t'endormir nuit après nuit. Céleste ferma les yeux, les souvenirs l'envahissant. Je sais. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu lui pardonnes et tout redevient comme avant? Non, bien sûr que non. J'ai accepté de rendre visite à sa mère. C'est tout. Serait sa mère? La voix d'Amélie monta de nouveau. Céleste, pourquoi te ferais-tu ça? Parce qu'elle était aussi comme une mère pour moi, dit Céleste sur la défensive. Elle m'a toujours traité comme une fille, même quand Étienne et moi ne faisions que sortir ensemble. Je ne peux pas juste l'oublier parce que mon mariage a pris fin. Amélie soupira lourdement. Je sais que tu aimais Éléonore, mais la voir signifie le voir, lui. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Je ne sais pas, admit Céleste, mais je vais le découvrir. Après avoir raccroché avec sa sœur, Céleste se prépara pour sa journée. Elle avait 3 cours de pilates à enseigner, ce qui occuperait son esprit. Mais alors qu'elle conduisait vers son studio, ses pensées ne cessaient de revenir à Étienne, à la douleur dans ses yeux quand il parlait de sa mère, à la façon dont il avait dit qu'elle lui manquait chaque jour. Le premier cours passa en un flou. Le second fut plus facile alors qu'elle trouvait son rythme. Au 3e, elle se sentait presque de nouveau elle-même. Presque. Alors que le dernier élève partait, Céleste commença à ranger le studio. Le bruit de la porte s'ouvrant la fit lever les yeux.
Son cœur manqua un battement. Étienne se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, vêtu de vêtements de sport. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, incapable de dissimuler sa surprise dans sa voix. « J'ai appelé plus tôt, dit-il. Votre réceptionniste a dit que vous aviez un cours à 16 heures ouvert aux nouveaux élèves. Tu veux suivre un cours de pilates ?» Il haussa les épaules, l'air mal à l'aise. « Je pensais que ça pourrait aider mon dos. J'ai eu du mal à dormir ces derniers temps. » Céleste plissa les yeux. « Tu détestes le sport. Les gens changent, dit-il simplement. Elle ne sut que répondre. Au lieu de cela, elle désigna un tapis vide. « Le cours commence dans 10 minutes. Tu peux t'installer là. » Étienne était le pire élève qu'elle ait jamais eu. Il ne pouvait pas tenir une planche plus de 10 secondes. Son équilibre était terrible. Il gémissait bruyamment à chaque mouvement. À la fin de l'heure, il transpirait abondamment et semblait sur le point de s'évanouir. « C'était intense !» haleta-t-il, alors que les autres élèves sortaient. Céleste ne put s'empêcher de sourire. « Tu vas avoir des courbatures demain. »« J'ai mal maintenant, » admit-il, « mais ça en valait la peine. »« Pourquoi ? Pour prouver que tu pouvais survivre à mon cours ? Pour te voir dans ton élément, » dit-il. « Tu es incroyable à ça, Céleste. La façon dont tu guidais ces gens à travers chaque mouvement. Comment tu corrigeais leur posture d'un simple toucher. Tu étais né pour faire ça. » Elle sentit qu'elle rougissait sous son regard. « Merci. Je le pense. Je suis fier de toi. » Ces mots la touchèrent de manière inattendue, lui nouant la gorge. Pendant leur mariage, Étienne avait été un soutien, mais distant. Ses compliments avaient été automatiques, jamais aussi précis, aussi sincères. « Quand veux-tu rendre visite à ma mère ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Je peux y aller demain, » dit Céleste. « J'ai l'après-midi de libre. Je viens te chercher à 14 heures ?» Elle hocha la tête, se demandant déjà si c'était une erreur. Le lendemain, Étienne arriva précisément à 14 heures. Céleste attendait devant son immeuble, vêtue d'une simple robe bleue et tenant un petit sac cadeau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Étienne alors qu'elle montait dans la voiture. « De la crème pour les mains à la lavande, » dit-elle. « Ta mère a toujours aimé l'odeur de la lavande. » Étienne sourit doucement. « Tu t'en es souvenu ?»« Bien sûr que oui. » Le trajet jusqu'à la résidence médicalisée fut silencieux. Céleste regardait par la fenêtre, repensant à la dernière fois qu'elle avait vu Éléonore Dubois. C'était juste avant qu'elle ne quitte Étienne, quand elle avait fait une dernière tentative désespérée pour comprendre ce qui arrivait à son mariage. Elle était allée chez Éléonore, espérant que sa belle-mère aurait un aperçu du repli de son fils. Mais Éléonore avait eu une mauvaise journée. Elle avait regardé Céleste avec des yeux vides et lui avait demandé qui elle était. Étienne était apparu de la cuisine, le visage tendu par le stress. « Tu n'aurais pas dû venir », avait-il dit froidement. « Elle n'est pas dans un bon jour. J'avais besoin de te voir », avait plaidé Céleste. « Tu ne me parles pas à la maison. Tu me regardes à peine. Ce n'est pas le moment, » avait-il répondu, reportant son attention sur sa mère. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le lendemain, Céleste avait fait ses valises. Maintenant, alors qu'ils entrèrent sur le parking de la résidence Les Jardins de l'Aube, Céleste sentit son anxiété monter. Et si Éléonore ne se souvenait pas d'elle du tout? « Elle a de bons jours et de mauvais jours, » dit Étienne, comme s'il lisait dans ses pensées. Aujourd'hui a été bon jusqu'à présent, selon les infirmières. Ils traversèrent l'entrée ensemble. L'établissement était plus agréable que Céleste ne l'avait imaginé, lumineux et propre, avec des meubles confortables et de grandes fenêtres. Il n'avait pas l'ambiance clinique qu'elle avait redoutée. Étienne la conduisit à une salle commune ensoleillée où plusieurs résidents étaient rassemblés. Éléonore était assise près d'une fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux. À 63 ans, elle était toujours belle, avec les mêmes yeux sombres que son fils et des cheveux argentés élégamment coiffés autour de son visage. « Maman » appela Étienne doucement. « J'ai amené quelqu'un pour te voir. » Éléonore leva les yeux, son regard se posant lentement. Puis son visage se transforma en un sourire de pure joie. « Céleste » s'exclama-t-elle, tendant les bras. « Ma chérie » Céleste sentit des larmes monter à ses yeux en s'avançant pour embrasser la femme âgée. « Bonjour Éléonore, c'est tellement bon de te revoir. Cela fait trop longtemps. » dit Éléonore, tenant les mains de Céleste et étudiant son visage. « Tu as coupé tes cheveux. C'est ravissant, tellement moderne. »« Merci, » dit Céleste, touchée qu'Éléonore l'ait remarqué. « Assieds-toi avec moi, » dit Éléonore en tapotant l'espace à côté d'elle sur le petit canapé. « Raconte-moi tout. Comment vont tes cours? As-tu toujours ce petit atelier en centre-ville » Céleste jeta un coup d'œil à Étienne, surprise. Éléonore se souvenait de son travail. « En fait, j'ai ouvert mon propre atelier maintenant, » dit Céleste en s'asseyant, « dans le quartier du Marais. »« Je savais que tu le ferais, » dit Éléonore fièrement. « Ne te l'ai-je pas dit, Étienne? J'ai toujours dit qu'elle ferait de grandes choses. »
Étienne hocha la tête, son expression douce. « Oui, maman. Ciao et vous deux, comment se passe la vie conjugale ?» La question resta en suspens comme un orage. Céleste se figea, ne sachant pas quoi répondre. Étienne s'avança. « Maman, tu te souviens, Céleste et moi ne sommes plus ensemble. » Le visage d'Éléonore s'affaissa. « Quoi? Non, ce n'est pas possible. » Elle regarda de l'un à l'autre, la confusion obscurcissant ses yeux. « Mais vous êtes parfaits ensemble. Vous avez toujours été parfaits ensemble. »« Nous avons divorcé, maman, » dit Étienne doucement. « Il y a 2 ans. »« Divorcé ?» Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Céleste lui prit la main. « C'est compliqué, Éléonore, mais nous sommes toujours amis. » Elle ignora le regard surpris d'Étienne face à cette déclaration. « Je voulais venir te voir. Tu m'as manqué. » Éléonore lui serra la main. « Tu m'as manqué aussi, ma puce, plus que tu ne peux l'imaginer. » Elle regarda son fils avec une clarté soudaine. « Tu l'as laissé partir, n'est-ce pas? Tout comme ton père m'a laissé partir. » Étienne pâlit. « Maman, ne me fais pas de maman, » dit Éléonore sèchement. « Je perds peut-être la tête, mais je connais toujours mon fils. Tu l'as repoussé parce que tu avais peur. » Céleste n'avait jamais entendu Éléonore parler à Étienne de cette manière. La femme âgée avait toujours été douce, compréhensive. « C'est bon, » dit Céleste, essayant d'apaiser la tension. « C'est du passé maintenant. »« Vraiment ?» demanda Éléonore, les regardant avec des yeux étonnamment perçants. « Parce que je vois la façon dont vous vous regardez. Ce n'est pas du passé. C'est très présent. » Étienne s'éclaircit la gorge. « Je vais chercher du café. Vous voulez quelque chose ?»« Non, merci, » dit Céleste, reconnaissante pour ce moment seul avec Éléonore. Quand Étienne fut parti, Éléonore se tourna vers Céleste. « Il souffre, tu sais. Nous avons tous les deux souffert, » dit Céleste doucement. « Oui, mais il s'est infligé cela, » répondit Éléonore. « Il a vu son père me quitter quand je suis tombée malade. Il a juré qu'il ne ferait jamais ça à quelqu'un qu'il aimait. Au lieu de cela, il a trouvé une autre façon de partir. En me repoussant, » Céleste hocha la tête. « Il pensait te protéger. » Éléonore soupira. « Les hommes peuvent être si stupides parfois. Ils pensent être nobles, alors qu'en réalité, ils ne sont que des lâches. » Malgré tout, Céleste se retrouva à le défendre. Il essayait de tout gérer seul. Tes soins, son travail, notre mariage, c'était trop. Et a-t-il jamais demandé de l'aide? Non, admit Céleste. Je l'ai supplié de me laisser entrer, de me laisser aider. Mais il s'est juste refermé de plus en plus. Éléonore hocha tristement la tête. Tu étais celle dont il avait besoin, tu sais. Il n'a juste jamais appris à avoir besoin doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Certaines personnes pensent que le fait d'avoir besoin de quelqu'un signifie le surcharger. Elles ne comprennent pas que parfois, laisser quelqu'un vous aider est aussi un cadeau pour elles. Elle tapota la main de Céleste. Tu étais bonne pour lui, la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Céleste sentit de nouveau les larmes monter. Je l'aimais tellement, Éléonore. Qu'en est maintenant? La franchise de la question la prit au dépourvu. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Le revoir, ça a remué beaucoup de sentiments, mais je ne peux pas revenir à ce que c'était. Bien sûr que non, acquiesça Éléonore. Revenir en arrière n'est jamais la solution. La question est de savoir si vous pouvez avancer, ensemble. Avant que Céleste ne puisse répondre, Étienne revint avec son café. « De quoi parlez-vous toutes les deux ?» demanda-t-il. « On se rattrape juste, » dit Éléonore innocemment. Céleste me parlait de son atelier. Ils passèrent l'heure suivante à discuter confortablement. Éléonore eut des moments de confusion. Elle répétait parfois une question ou perdait le fil de la conversation, mais dans l'ensemble, elle était lucide et engagée. Elle rit de l'histoire de Céleste sur la tentative de Pilate d'Étienne. « Tu n'as jamais été très coordonné, » taquina-t-elle son fils. « Merci du soutien, maman, » répondit-il sèchement. « Tu retournes à un autre cours » lui demanda Éléonore. Étienne jeta un coup d'œil à Céleste. « J'y pensais, si l'instructrice veut bien de moi. »« L'instructrice a des standards, » répondit Céleste avec un petit sourire. « Mais je suppose que je pourrais faire une exception. » Cette familiarité dans leurs échanges, tant similaire au jour d'antan, fit que Céleste put presque oublier la douleur entre eux l'espace d'un instant. Presque. À l'approche de la fin des heures de visite, ils se préparèrent à partir. Éléonore tint fermement les mains de Céleste. « Ne te fais pas rare, » dit-elle. « Promets-moi de revenir. »« Je promets, » dit Céleste, le pensant sincèrement. Quoi qu'il arrive avec Étienne, elle n'abandonnerait plus Éléonore. « Et toi ?» Éléonore se tourna vers son fils. « Ne gâche pas ça une deuxième fois. »« Maman !» protesta Étienne les joues rougies. « Je dis juste. » Éléonore haussa les épaules. « On vous a donné une seconde chance. Ça ne se présente pas souvent. » Sur le chemin du retour vers l'appartement de Céleste, aucun d'eux ne mentionna les commentaires d'Éléonore.
Au lieu de cela, ils parlèrent de l'établissement, de la façon dont elle semblait aller bien là-bas. « Le personnel est incroyable, » dit Étienne. « Ils la traitent avec tant de dignité, même les pires jours. »« Cela doit être cher, » observa Céleste. Étienne hocha la tête. « Oui, mais ça vaut chaque centime. Grégoire et moi partageons les frais. C'est bien qu'il aide. Il a beaucoup pris les choses en main depuis 1 an, admit Étienne. Après, il laissa sa phrase en suspens. Après notre divorce, Céleste termina pour lui. Oui, il a vu à quel point je gérais mal tout et m'a en gros dit de me reprendre en main. Ça ressemble bien à Grégoire, dit Céleste avec un petit sourire. Elle avait toujours aimé le jeune frère d'Étienne. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Étienne coupa le moteur. Cette fois, le silence entre eux semblait moins gênant, plus contemplatif. « Merci pour aujourd'hui, » dit Étienne finalement. « Tu n'as aucune idée de ce que ça a représenté pour elle. Te voir. Ça a beaucoup compté pour moi aussi, » dit Céleste. « C'est toujours la même Éléonore, n'est-ce pas? Même avec l'Alzheimer. Elle a ses moments, » acquiesça Étienne. « Les médecins disent que la mémoire émotionnelle est souvent la dernière à partir. Elle peut oublier les noms et les dates, mais elle se souvient de ce que les gens lui font ressentir. « Et comment c'était pour toi ?» demanda Céleste prudemment. « Que je sois là. » Étienne rencontra son regard. « Ça semblait juste, » dit-il simplement, comme si les choses étaient à leur place. L'intensité de son regard la fit détourner les yeux. « Étienne, je sais, » dit-il rapidement. « Je ne demande rien. Je veux que tu saches à quel point ça compte pour moi que tu sois venu. Après tout, je l'ai fait pour elle, » lui rappela Céleste. « Je sais aussi, » dit-il, « mais merci quand même. » Elle hocha la tête, tendant la main vers la poignée de la porte. « Bonne nuit, Étienne. »« Céleste, » appela-t-il, alors qu'elle s'apprêtait à fermer la portière de la voiture. « Mardi, ça irait? Pour le cours de Pilates ?» Malgré elle, elle sourit. « Mardi à 16h. Ne sois pas en retard. Je n'y songerai même pas. » Alors qu'elle le regardait s'éloigner en voiture, Céleste sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine, une chaleur qu'elle avait cru perdue à jamais. Cela l'effrayait de voir avec quelle facilité ses sentiments pouvaient revenir, à quel point elle était encore vulnérable face à lui. À l'intérieur de son appartement, elle trouva Amélie qui l'attendait, une bouteille de vin ouverte sur la table basse. « Ton gardien m'a laissé entrer, » expliqua sa sœur. « Je pensais que tu aurais besoin de ça après avoir vu Éléonore. Et lui ?» Céleste s'enfonça dans le canapé à côté d'elle. « Tu n'as aucune idée. »« À ce point ?» demanda Amélie, versant un généreux verre de vin rouge et le lui tendant. « Non, » dit Céleste, prenant une gorgée. « C'est le problème. Ce n'était pas mal du tout. Éléonore s'est souvenue de moi. Elle était heureuse de me voir. Et Étienne ?» Elle laissa sa phrase en suspens, ne sachant comment décrire les émotions complexes qui bouillonnaient en elle. « Étienne quoi ?» insista Amélie. « Il est différent, » dit Céleste finalement. « Plus ouvert. Il a parlé de ses sentiments. Il est venu à mon atelier hier et a pris un cours. » Les sourcils d'Amélie se haussèrent. « Étienne Dubois a fait du Pilates ? Monsieur, je n'ai pas besoin de faire de sport grâce à mes bons gènes. » « Il était horrible, » rit Céleste. « Mais il a essayé. Et il revient mardi. » « Oh, Céleste !» Le visage d'Amélie devint sérieux. « Tu retombes amoureuse de lui, n'est-ce pas ?»« Non, » dit Céleste rapidement. « Trop rapidement. Je ne sais pas ce que je fais. »« Eh bien, moi, je sais, » dit Amélie fermement. « Tu te prépares à plus de chagrin. Il t'a blessé une fois. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne le fera pas de nouveau ? Les gens changent, » répéta Céleste les mots d'Étienne de l'atelier. « Pas à ce point, » rétorqua Amélie. « Chasser le naturel, il revient au galop. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce qu'il traversait. Et à qui la faute? Il aurait pu te le dire. Il aurait pu te laisser l'aider. Au lieu de ça, il t'a exclu jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix que de partir. » Céleste ne pouvait pas contredire cela. C'était exactement ce qui s'était passé. « Fais juste attention, » dit Amélie, adoucissant son ton. « Prends les choses lentement. Assure-toi que ce nouvel Étienne est vraiment différent avant de le laisser revenir dans ton cœur. » « Qui a dit quoi que ce soit de le laisser revenir ?» protesta Céleste. Amélie lui lança un regard entendu. « Ton visage, à l'instant, quand tu parlais de lui, j'ai déjà vu ce regard. C'est le même que tu avais quand tu es tombée amoureuse de lui pour la première fois. » Céleste soupira, s'adossant au canapé. « Je ne retombe pas amoureuse de lui. Je suis juste en train de découvrir qui il est maintenant. » Amélie fredonna avec scepticisme. « Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. Aimer quelqu'un qui ne peut pas être là pour toi, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de l'autodestruction avec un joli visage. » Les mots piquaient,
car il y avait de la vérité en eux. Céleste avait tout donné à son mariage, seulement pour le voir s'effondrer quand Étienne avait refusé de partager ses fardeaux avec elle. « Je ferai attention, promit-elle. Je ne me précipite pas. » Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, essayant de dormir, Céleste ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Étienne l'avait regardée dans la voiture, comme si elle était son ancre dans une tempête. La façon dont sa main avait frôlé la sienne alors qu'il marchait dans l'établissement de soins. La fierté sincère dans sa voix quand il parlait de son atelier. Son téléphone vibra avec un message texte. C'était Étienne. « Merci encore pour aujourd'hui. Maman n'a pas arrêté de parler de toi. Les infirmières ont dit qu'elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait vue depuis des mois. » Céleste hésita, puis répondit « Je suis contente. C'était bon de la voir. » 3 points apparurent, indiquant qu'il écrivait. Puis, « Je pensais ce que j'ai dit. Ça semblait juste de t'avoir là, comme si une pièce manquante était retombée en place. » Son cœur s'emballa en lisant les mots. Elle commença plusieurs réponses, supprimant chacune d'elles. Finalement, elle écrivit « Bonne nuit, Étienne ». Sa réponse vint instantanément. « Bonne nuit, Céleste. Dors bien. » Elle posa son téléphone, fixant le plafond. C'était un terrain dangereux. Elle commençait à espérer, et l'espoir était l'émotion la plus perfide de toutes. L'espoir l'avait maintenue dans son mariage, bien après qu'il soit devenu clair qu'Étienne s'éloignait. L'espoir l'avait fait croire qu'il se battrait pour elle quand elle avait menacé de partir. L'espoir lui avait brisé le cœur. De l'autre côté de la ville, Étienne était assis dans son bureau à domicile, fixant son téléphone. Il ne s'attendait pas à ce que Céleste lui ouvre son cœur en réponse à son message. Mais il avait espéré quelque chose, une indication qu'elle ressentait même une fraction de ce qu'il ressentait. La voir avec sa mère aujourd'hui avait remué des émotions qu'il tentait de réprimer depuis 2 ans. La facilité avec laquelle elle se connectait, l'affection sincère entre elles. Cela lui avait rappelé tout ce qu'il avait perdu quand il l'avait repoussé. Il ouvrit son ordinateur portable et se retrouva à chercher des thérapeutes sur Paris. Il n'avait jamais envisagé de thérapie auparavant. Dans sa famille, les luttes émotionnelles étaient des affaires privées, gérées seules. Son père lui avait inculqué cela dès son plus jeune âge. « Les Dubois ne lavent pas leur linge sale en public », disait-il chaque fois qu'Étienne ou Grégoire montraient trop d'émotion en public. Mais voyez où cette philosophie l'avait mené, divorcé, seul, manquant la seule personne qu'il avait vraiment compris. Avant de changer d'avis, Étienne sélectionna un thérapeute avec de bonnes critiques et demanda un rendez-vous. Puis, il envoya un message à son frère. « Libre pour un verre demain ?» La réponse de Grégoire vint rapidement. « Bien sûr. Le Saint-Germain à 20h. »« À tout à l'heure, » répondit Étienne. Il avait besoin de conseils, et malgré leurs différences, il n'y avait personne en qui il avait plus confiance que son jeune frère. Grégoire avait toujours été meilleur avec les émotions, avec les relations. Ils n'avaient pas hérité du stoïcisme de leur père ou de la fragilité de leur mère. Au lieu de cela, il avait trouvé un équilibre qu'Étienne enviait. Peut-être n'était-il pas trop tard pour apprendre. Peut-être, avec de l'aide, pourrait-il devenir l'homme que Céleste méritait, l'homme qui pourrait se battre pour elle au lieu de la repousser. C'était un coup de dé, il le savait. Mais pour la première fois en 2 ans, Étienne Dubois ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. Le lendemain soir, Grégoire était déjà au bar quand Étienne arriva. Il avait une bière qui attendait son frère. « Tu as l'air d'en avoir besoin », dit Grégoire, la faisant glisser sur la table. Étienne prit une longue gorgée. « Merci. » Alors, Grégoire se pencha en avant. « On va parler de l'éléphant dans la pièce ?»« Quel éléphant ?»« L'éléphant de la taille de Céleste, » dit Grégoire. « Le fait que tu aies choisi le profil de rencontre de ton ex-femme et que tu aies ensuite dîné avec elle. » Étienne soupira. « C'était un accident, je ne savais pas que c'était elle. Mais tu as quand même dîné avec elle, » fit remarquer Grégoire. « Et d'après ce que j'ai vu, ce n'était pas juste une conversation polie. Nous avions des choses à discuter. Comme quoi? Le divorce que tu n'as jamais expliqué à personne. Les raisons pour lesquelles tu t'es refermé et as laissé la meilleure chose qui te soit jamais arrivée partir. » Étienne fusilla son frère du regard. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Ah bon ?» défia Grégoire. « Je t'ai vu sombrer après son départ. Je t'ai vu t'enterrer dans le travail et faire semblant d'aller bien. Mais tu n'allais pas bien, Étienne. Tu ne vas toujours pas bien. C'est pour ça que tu as accepté de me rencontrer, pour critiquer mes choix de vie. Non, Grégoire adoucit son ton. J'ai accepté de te rencontrer parce que tu es mon frère et que je t'aime, et parce que je pense que le destin vient de te donner une seconde chance que la plupart des gens n'ont jamais. » Étienne fixa sa bière. « Je l'ai emmené voir maman hier. » Les sourcils de Grégoire se haussèrent. « Comment ça s'est passé ?»« C'était... » Étienne chercha le bon mot. « Illuminant.
Maman se souvenait d'elle, complètement. Elle a parlé de l'atelier de Céleste, a demandé des nouvelles de ses cours. Elle s'est même souvenue que Céleste avait coupé ses cheveux. C'est incroyable, dit Grégoire. La mémoire de maman est si intermittente dernièrement. Mais ce n'est pas le plus surprenant, continua Étienne. Elle m'a interpellé. Elle a dit à Céleste que je l'avais repoussée parce que j'avais peur. Elle a dit que j'étais comme papa. Grégoire grimace. Aïe, le pire, c'est qu'elle a raison, admit Étienne. J'ai fait exactement ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai quitté Céleste quand les choses sont devenues difficiles. Pas physiquement comme papa a quitté maman, mais émotionnellement. J'ai démissionné. C'est la chose la plus lucide que je t'ai jamais entendu dire, dit Grégoire clairement surpris. J'ai beaucoup réfléchi, dit Étienne, à ce qui s'est passé, à pourquoi je n'ai pas pu m'appuyer sur Céleste quand j'en avais le plus besoin. Et je crois que j'étais terrifié d'être vulnérable, de montrer de la faiblesse. Papa a toujours dit... Papa était un handicapé émotionnel, interrompit Grégoire. Ses conseils sur les relations sont aussi utiles qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. Malgré lui, Étienne rit. Tu n'as pas tort. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Demanda Grégoire. À propos de Céleste? Je ne sais pas, admit Étienne. Je l'aime toujours, je n'ai jamais arrêté, mais je l'ai gravement blessée. Elle ne me fera peut-être plus jamais confiance. Alors tu dois regagner cette confiance, dit simplement Grégoire. Pas avec de grands gestes ou des cadeaux coûteux, avec de la constance, avec de l'honnêteté, avec de la vulnérabilité. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, dit Étienne doucement. Grégoire faillit s'étouffer avec sa bière. Toi, monsieur, je peux tout gérer seul? Il est temps que j'apprenne une autre façon, dit Étienne, avant qu'il ne soit trop tard. Il est peut-être déjà trop tard, avertit Grégoire. Céleste pourrait ne pas vouloir te donner une autre chance. Je sais, dit Étienne, mais je dois essayer. Même si tout ce que nous sommes, c'est des amis, même si elle ne me pardonne jamais complètement, je dois être meilleur, pour elle, pour maman, pour moi-même. Grégoire leva son verre, à devenir de meilleurs hommes que notre père. Étienne trinqua son verre contre celui de son frère, aux secondes chances. En buvant, Étienne sentit une étrange légèreté dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le diagnostic de sa mère, depuis l'effondrement de son mariage, il ressentit quelque chose comme la paix. Quoi qu'il arrive avec Céleste, il affrontait enfin ses démons au lieu de les fuir. C'était un début. Alors, Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? La docteure Sophie Leclerc était assise en face d'Étienne, son expression professionnelle, mais bienveillante. Son cabinet était confortable, éclairage doux plante dans les coins, et aucun bureau entre eux, juste deux chaises face à face. Étienne se déplaça inconfortablement. Il avait passé tout le trajet à répéter ce qu'il allait dire, mais maintenant qu'il était réellement assis dans un cabinet de thérapeute, les mots lui manquaient. Je ne suis pas vraiment sûr par où commencer, admit-il. Le début est généralement un bon point de départ, suggéra la docteure Leclerc avec un doux sourire, ou ce qui vous semble le plus pressant en ce moment. Étienne prit une profonde inspiration. Je suppose que cela a commencé lorsque ma mère a été diagnostiquée avec l'Alzheimer, ou peut-être avant cela avec mon père qui nous a quittés, ou... Il marqua une pause. Peut-être que cela a vraiment commencé quand j'ai laissé ma femme partir il y a 2 ans, parce que j'avais trop peur d'être vulnérable avec elle. La docteure Leclerc hocha la tête, l'encourageant. Parlez-moi de cela, de votre femme, ex-femme, corrigea Étienne automatiquement, puis fronça les sourcils. Elle s'appelle Céleste. Nous avons été mariés pendant 4 ans. Elle est incroyable, forte, compatissante, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Étienne fixa ses mains. Je me suis refermé, l'état de ma mère s'aggravait. J'essayais de tout gérer, ses soins, ma carrière, notre mariage. Et au lieu de laisser Céleste m'aider, je l'ai repoussée. Pourquoi pensez-vous avoir fait cela? Parce que j'avais peur, dit Étienne, l'aveu se sentant comme un poids qui se soulevait de sa poitrine. Peur d'être faible, peur d'être un fardeau. Craignant qu'elle ne parte si elle voyait à quel point j'étais en difficulté, je l'ai fait partir en la rejetant. C'est une observation très perspicace, nota le docteur Dubois. Qu'est-ce qui vous a décidé à chercher de l'aide maintenant, après 2 ans? Arnaud sourit légèrement. Le destin peut-être? Céleste et moi nous sommes croisés récemment, par pur hasard. Et maintenant je me demande s'il y a une chance de remettre les choses en ordre. Pas seulement avec elle, mais avec moi-même. Alors qu'Arnaud continuait de parler, les mots venaient plus facilement. Il raconta au docteur Dubois la distance émotionnelle de son père, comment il avait grandi en croyant que les vrais hommes géraient leurs problèmes seuls. Il parla de la pression qu'il avait toujours ressentie d'être fort,
d'être le pilier pour tout le monde. « On dirait que vous portez un fardeau très lourd, » dit le docteur Dubois, lorsqu'il se tut enfin. « Et vous le faites tout seul. »« C'est ce que font les hommes valois, » dit Arnaud amèrement citant son père. « Comment cela a-t-il fonctionné pour vous jusqu'à présent ?» La question le frappa comme une douche froide. « Pas très bien, » admit-il. « J'ai perdu la femme que j'aime. Je me connecte à peine avec ma mère tant que je le peux encore. Mon frère et moi sommes proches, mais il y a toujours eu un mur aussi. À quoi ressemblerait le fait de faire les choses différemment ?» demanda le docteur Dubois. « De ne pas être un homme valois tel que votre père le définissait ?» Arnaud n'avait jamais envisagé cette question auparavant. À quoi ressemblerait le fait de briser le schéma, d'être vulnérable, de demander de l'aide quand il en avait besoin? « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement, « mais je veux le découvrir. » Mardi après-midi arriva vite. Céleste s'apprêtait pour son cours de 16 heures quand elle vit Arnaud entrer. Il était habillé en tenue de sport appropriée cette fois, pas l'ensemble disparate qu'il avait porté la semaine dernière. « Vous êtes revenu, » dit-elle, incapable de cacher sa surprise. « J'ai dit que je le ferais, » répondit-il. « Je tiens mes promesses maintenant. » La reconnaissance subtile de ses échecs passés ne lui échappa pas. Elle hocha la tête, désignant un tapis libre au fond de la salle. « Nous travaillons le renforcement musculaire aujourd'hui, » prévint-elle. « Cela va rendre le dernier cours facile en comparaison. » Arnaud gémit de façon théâtrale. « J'ai encore des courbatures de jeudi. »« Bien, » dit-elle avec un sourire en coin. « Ça veut dire que ça marche. » Alors que la classe se remplissait, Céleste remarqua Arnaud discuter facilement avec certains des élèves réguliers. Son charme naturel avait toujours attiré les gens à lui. C'était l'une des choses qui l'avait attiré lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Sa capacité à faire en sorte que chacun se sente spécial, inclus. Pendant le cours, elle se surprit à le regarder plus qu'elle n'aurait dû. Il était toujours aussi mauvais en pilates, mais il faisait de gros efforts, suivant ses instructions avec une concentration déterminée. Quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un petit sourire qui fit bondir son cœur. Après le cours, tandis que les autres élèves sortaient, Arnaud s'approcha d'elle, essuyant la sueur de son visage avec une serviette. « C'était encore pire que la dernière fois », se plaignit-il de bonne humeur. « Vous avez fait mieux, pourtant, » dit-elle, surprise de réaliser que c'était vrai. « Votre posture s'est améliorée. »« Je me suis entraîné à la maison, » admit-il. « YouTube a quelques tutoriels pour débutants. » L'image d'Arnaud Valois, architecte à succès et grand adepte de la sédentarité, faisant du pilates dans son salon, la fit rire. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-il. « J'essayais juste de vous imaginer suivre des vidéos de pilates pour débutants. »« Ce n'était pas joli à voir, » l'assura-t-il. « Ma femme de ménage est entrée alors que j'essayais de faire un enroulement. Elle a cru que je m'étais bloqué le dos. » Ils rirent tous les deux et pendant un instant, cela ressembla à leurs anciens jours, les plaisanteries faciles, l'humour partagé. « Je me demandais, » dit Arnaud, son ton devenant sérieux, « si vous aimeriez dîner un de ces soirs. Un vrai dîner, pas un rendez-vous à l'aveugle accidentel. » Céleste hésita. « Arnaud, juste un dîner, » dit-il rapidement. « Entre amis. Je ne demande rien de plus. J'ai juste eu du mal à ne pas vous parler. » Elle aurait dû dire non. C'est ce qu'Amélie lui aurait dit de faire. C'est ce que ses propres instincts de survie lui hurlaient. Mais en le regardant vraiment, elle pouvait voir quelque chose de différent dans ses yeux. Une vulnérabilité qui n'avait jamais été là auparavant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Dîner entre amis. » Son visage s'éclaira. « Génial, quand ça vous arrange. Vendredi, vers 7 heures? Vendredi, c'est parfait, » accepta-t-il. « Je connais un petit restaurant italien discret dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Rien de chic, juste de la bonne cuisine. Ça a l'air sympa, » dit-elle, surprise par le frisson d'anticipation dans son ventre. Alors qu'il partait, Arnaud se retourna. « Je vois un thérapeute, » dit-il brusquement. « J'ai eu ma première séance hier. » Céleste le regarda sans voix. Pendant toutes les années qu'elle l'avait connu, Arnaud n'avait jamais voulu envisager la thérapie. Elle l'avait suggéré plusieurs fois pendant leur mariage, surtout quand les choses commençaient à s'effondrer. « C'est super, » réussit-elle à dire. « J'aurais dû le faire il y a des années, » dit-il. « Peut-être que les choses auraient été différentes si je l'avais fait. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la laissant dans un tourbillon d'émotions confuses. Ce soir-là, Céleste appela Amélie pour lui parler de l'invitation à dîner. « S'il te plaît, dis-moi que tu as dit non, » dit sa sœur immédiatement. « J'ai dit oui, » admit Céleste. « Mais juste entre amis. » « Ah oui. Et combien de dîners, juste entre amis, ont mené à ton premier mariage? »« C'est différent, » insista Céleste. « Nous sommes différents. Il m'a dit qu'il voyait un thérapeute. » Il y eut une pause de l'autre côté du fil. « Arnaud Valois? En thérapie?
Le même homme qui disait que la thérapie, c'était payer des inconnus pour qu'ils écoutent vos problèmes? C'est ce qu'il m'a dit. Eh bien, Amélie semblait sincèrement surprise. Ça, c'est différent. Je pense qu'il essaie vraiment, Amélie, de changer, d'être meilleur. Les gens ne changent pas tant que ça, Céleste. Mais et s'il a changé? Et si me perdre, faire face à la maladie de sa mère? Et si cela l'a fait réaliser ce qui compte? Amélie soupira. Fais juste attention. Protège ton cœur. Si tu vas faire ça, vas-y les yeux grands ouverts. Je le ferai, promit Céleste. C'est juste un dîner. Mais en se préparant à se coucher ce soir-là, Céleste savait que ce n'était pas juste un dîner. C'était un pas vers quelque chose, la réconciliation, la clôture, ou peut-être quelque chose d'entièrement nouveau. Elle n'était pas sûre de ce qui l'effrayait le plus. Le vendredi arriva, et Arnaud se retrouva plus nerveux qu'il ne l'avait été pour n'importe quelle présentation professionnelle ou réunion client. Il changea sa cravate 3 fois avant de décider de ne pas en mettre. Ce n'était pas un rendez-vous, se rappela-t-il. Juste un dîner entre amis. De vieux amis avec une histoire compliquée. Il vint chercher Céleste à son appartement, arrivant pile à l'heure. Quand elle ouvrit la porte, il oublia momentanément comment respirer. Elle portait une simple robe rouge qui faisait ressortir les tons chauds de sa peau. Ses cheveux courts étaient coiffés en douces vagues autour de son visage. « Vous êtes magnifique », dit-il sincèrement. « Merci », répondit-elle, une légère rougeur colorant ses joues. « Vous aussi, vous avez l'air bien. »« Pas de cravate. J'ai pensé que ce serait peut-être trop formel, » expliqua-t-il. « C'est juste un dîner entre amis, n'est-ce pas? »« C'est ça, » acquiesça-t-elle, bien que quelque chose dans ses yeux fit s'accélérer son cœur. Le restaurant était tel qu'il l'avait décrit, petit, intime, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. Le propriétaire, Marco, salua Arnaud par son nom et les conduisit à une table tranquille dans un coin. « Vous venez souvent ici ?» demanda Céleste alors qu'il s'installait. « 1 fois par semaine d'habitude, » admit Arnaud. « C'est près de mon bureau, et ça ne dérange pas Marco si j'étale des plans sur la table quand il n'y a pas trop de monde. Certaines choses ne changent jamais, » dit-elle avec un petit sourire. « Vous avez toujours transformé chaque restaurant en votre espace de travail personnel. J'essaie de faire des efforts là-dessus, » dit-il. « L'équilibre vie pro, vie perso et tout ça. » Ils commandèrent du vin et des entrées, tombant dans une conversation plus facile que chacun n'avait prévu. Arnaud lui parla d'un centre communautaire qu'il concevait, qui inclurait des installations pour les personnes âgées souffrant de problèmes de mémoire. « C'est inspiré par maman, » expliqua-t-il. « J'ai fait des recherches sur les meilleurs environnements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Lumière naturelle, chemin clair, repères mémoriels intégrés à l'architecture. » « Cela semble incroyable, » dit Céleste sincèrement impressionnée. « Vous avez toujours voulu que votre travail ait un sens au-delà de la simple esthétique. J'ai perdu de vue cela pendant un moment, » admit-il. « Après votre départ, je me suis jeté à corps perdu dans des projets commerciaux. Gros sous, grande visibilité. Je pensais que cela comblerait le vide. Est-ce que ça l'a fait? Pas du tout. » Il la regarda droit dans les yeux de l'autre côté de la table. Rien ne l'a fait. L'honnêteté dans sa voix la fit détourner le regard, mal à l'aise face à l'intensité du moment. « Parlez-moi de votre studio, » dit-il, changeant de sujet. « Comment cela s'est-il passé ?» Reconnaissante pour le changement, Céleste lui raconta le grand saut qu'elle avait fait en ouvrant son propre établissement. Comment elle avait utilisé son indemnité de divorce pour obtenir l'espace, à quel point elle avait eu peur que cela échoue. « Mais ça n'a pas été le cas, » dit-elle, la fierté évidente dans sa voix. « Nous avons atteint l'équilibre en 6 mois. Maintenant, nous avons une liste d'attente pour la plupart des cours. »« Cela ne me surprend pas du tout, » dit Arnaud. « Vous avez toujours été incroyable dans tout ce que vous entrepreniez. » Alors qu'il continuait de parler pendant le dîner, Céleste se sentit de plus en plus détendue. C'était un côté d'Arnaud qu'elle avait aperçu au début de leur relation, mais qui avait progressivement disparu à mesure qu'il se repliait sur lui-même. Il était impliqué, posait des questions sur sa vie, écoutait réellement ses réponses. « Comment se passe la thérapie ?» demanda-t-elle alors qu'il partageait un tiramisu pour le dessert. « C'est difficile, » dit-il après un moment. « Le docteur Dubois ne me laisse pas passer mes habituelles esquives. Elle me signale quand j'évite quelque chose. Ça ressemble à quelqu'un que je connaissais, » dit Céleste d'un ton significatif. « Vous, » reconnut-il avec un sourire contrit, « vous avez toujours su lire en moi. Je détestais ça. Je sais que vous détestiez ça. Je suis désolé, » dit-il soudainement, posant sa fourchette, « de vous avoir rejeté, de vous avoir fait sentir que vous n'étiez pas assez importante pour qu'on se batte pour vous. Vous l'étiez. Vous l'êtes. J'étais juste brisé.
Céleste sentit les larmes monter. « Arnaud, nous n'avons pas à faire ça maintenant. »« Si, nous devons le faire, insista-t-il doucement, parce que j'ai besoin que vous sachiez que ce n'était jamais à cause de votre insuffisance. C'était à cause de ma peur d'avoir autant besoin de vous que je le faisais, autant que je le fais encore. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Céleste ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle voulait tendre la main à travers la table et prendre la sienne. Une autre partie voulait s'enfuir, se protéger de l'espoir que ces mots allumaient. « Je pense que j'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Tout cela va si vite. » Arnaud hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. « Bien sûr, je ne voulais pas vous submerger. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Le reste de la soirée passa plus légèrement. Ils parlèrent de sujets plus sûrs, amis communs, livres préférés, un film qu'ils avaient tous les deux vu récemment. Au moment où Arnaud la reconduisait chez elle, Céleste se sentait à la fois émotionnellement épuisée et étrangement revigorée. « Merci pour cette soirée, » dit-elle, alors qu'il se tenait devant son immeuble. « C'était agréable. »« Oui, ça l'était, » acquiesça-t-il. « On pourrait refaire ça un de ces jours ?» Elle n'hésita que brièvement. « Oui, j'aimerais bien. » Quelque chose changea dans son expression. Soulagement, joie, gratitude, tout mélangé. « Bonne nuit, Céleste. »« Bonne nuit, Arnaud. » Il attendit qu'elle soit en sécurité à l'intérieur avant de partir. Alors qu'elle montait en ascenseur jusqu'à son appartement, Céleste réalisa qu'elle souriait. Malgré toutes ses peurs, malgré les avertissements d'Amélie, elle s'était amusée ce soir. Plus que cela, elle avait aperçu l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a des années, et peut-être des aperçus de quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. Le lendemain matin, Céleste reçut un SMS de la maison de repos d'Éléonore. C'était de Nadine, l'une des infirmières qu'elle avait rencontrées lors de sa visite. « Éléonore vous demande. Journée difficile. Visite possible ?» L'inquiétude remplaça immédiatement la chaleur persistante du dîner de la veille. Elle répondit par SMS qu'elle viendrait tout de suite, puis appela Arnaud. « Je viens de recevoir le même message, » dit-il quand il répondit. « Je m'y rends maintenant. »« Je vous y rejoins, » lui dit Céleste. Quand elle arriva à la résidence des Tilleuls, Arnaud était déjà sur le parking, l'attendant. Son visage était tiré par l'inquiétude. Nadine a dit qu'elle était agitée toute la matinée, expliqua-t-il, alors qu'ils entraient ensemble. Elle n'arrête pas de vous demander. Quelque chose a déclenché cela. Ils ne sont pas sûrs. Parfois, ça arrive sans raison apparente. Ils trouvèrent Éléonore dans sa chambre, faisant les 100 pas, ses cheveux habituellement coiffés en désordre. Quand elle les vit, elle s'arrêta, la confusion obscurcissant ses yeux. « Éléonore » dit Céleste doucement. « C'est moi, Céleste. » La reconnaissance scintilla sur le visage de la femme âgée. « Céleste, où étais-tu? Je t'attendais à la maison. Nous devons finir de planifier le mariage. » Céleste jeta un coup d'œil à Arnaud, incertaine de la façon de répondre. Il secoua légèrement la tête, lui indiquant qu'elle devait suivre le jeu. « Je suis désolé d'être en retard, » dit Céleste, prenant les mains d'Éléonore. « Asseyons-nous et parlons de ces plans. » Ils s'assirent sur le bord du lit d'Éléonore, tandis qu'Arnaud tirait une chaise en face d'eux. Éléonore serra fermement les mains de Céleste. « Les fleurs sont arrivées toutes fausses, » s'inquiéta-t-elle. « J'ai commandé des roses blanches, mais ils ont livré des lys. Et le traiteur a appelé. Quelque chose à propos des changements de menu. »« Ne vous inquiétez pas, » apaisa Céleste. « Nous allons arranger tout ça. Les roses blanches sont toujours mes préférées. » Éléonore sourit, momentanément calmée. « Tu seras une si belle mariée. Mon fils est un homme chanceux. » Les yeux d'Arnaud rencontrèrent ceux de Céleste au-dessus de la tête de sa mère. Il y avait de la douleur, mais aussi autre chose, une résolution tranquille. « Oui, je le suis, » dit-il doucement. Ils passèrent l'heure suivante avec Éléonore, la redirigeant doucement quand elle devenait confuse, l'assurant que tout était pris en charge. Progressivement, elle se calma. Quand le déjeuner fut servi, elle mangea sans protester, riant même d'une blague faite par Arnaud. Après le déjeuner, l'épuisement la submergea. Alors qu'elle s'endormait, elle murmura « Je suis si heureuse que vous vous soyez retrouvés, tous les deux. » Dans le couloir devant sa chambre, Arnaud passa une main dans ses cheveux. « Merci d'être venu, » dit-il. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Elle était confuse, dit Céleste. Elle pense que nous nous marions toujours. Je sais. Les médecins disent que c'est courant. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer reviennent souvent à des souvenirs importants du passé. Notre mariage a été un jour heureux pour elle. Pour nous tous, dit Céleste doucement. Arnaud hocha la tête, son expression solennelle. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais seriez-vous prête à lui rendre visite plus régulièrement? Elle réagit à vous d'une manière qu'elle n'a avec personne d'autre, pas même avec moi. Bien sûr, dit Céleste sans hésitation. Je me soucie aussi d'elle, Arnaud.
Cela n'a jamais changé. Je peux venir vous chercher, vous conduire ici, ce qui vous arrange le mieux. Ce serait peut-être plus facile. L'établissement est assez loin des transports en commun. Merci, dit-il à nouveau, les mots remplis d'une gratitude sincère. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, le téléphone d'Arnaud sonna. Il répondit, son expression passant de l'inquiétude au choc, alors qu'il écoutait. « Quoi, quand » demanda-t-il. « Est-ce qu'il va bien ?»« Oui, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha, le visage pâle. « Qu'y a-t-il » demanda Céleste, alarmée. « C'est Grégoire, » dit Arnaud, la voix tendue. « Il a eu un accident de voiture. Il est à l'hôpital Georges Pompidou. Est-il gravement blessé ?» Il ne voulait pas me donner de détails par téléphone, juste que je devais venir tout de suite. Il la regarda, la vulnérabilité visible sur son visage. « Voulez-vous venir avec moi ?» Sans réfléchir, Céleste tendit la main pour prendre la sienne. « Bien sûr, allons-y. » Ils roulèrent jusqu'à l'hôpital dans un silence tendu, les jointures d'Arnaud blanches sur le volant. Céleste voulait le rassurer, mais elle savait que de vaines platitudes n'aideraient pas. Au lieu de cela, elle posa simplement sa main sur la sienne lorsqu'ils s'arrêtèrent au feu rouge. À l'hôpital, ils furent dirigés vers les urgences. Un médecin les rencontra dans la salle d'attente. « Monsieur Valois ?» demanda-t-elle, regardant entre eux deux. « C'est moi », confirma Arnaud. « Comment va mon frère ?»« Il est stable », les assura le médecin. « Il a une commotion cérébrale, 3 côtes cassées et un poignet fracturé. Mais compte tenu de la gravité de l'accident, il a beaucoup de chance. » Le soulagement inonda le visage d'Arnaud. « Puis-je le voir ?»« Oui, mais seulement quelques minutes. Il est assez somnolent à cause des antidouleurs. » Ils suivirent le médecin jusqu'à une zone délimitée par un rideau où Grégoire gisait, le visage contusionné, le bras gauche dans le plâtre. Ses yeux étaient fermés, mais il les ouvrit quand Arnaud prononça son nom. « Salut, grand frère, » dit-il faiblement. « Tu as ramené la belle infirmière ?»« C'est la commotion qui parle, » dit Arnaud, la voix rauque d'émotion. « Céleste n'est pas infirmière. » Les yeux de Grégoire se fixèrent sur elle. « Céleste, tu es là aussi ?» Un lent sourire se dessina sur son visage. « Vous êtes de nouveau ensemble ?»« Nous sommes amis, » dit Céleste rapidement. « Comment vous sentez-vous ?»« Comme si j'avais été frappé par un camion, » répondit Grégoire. « Ce qui est assez précis, en fait. Un gars a grillé un feu rouge. Il n'a même pas ralenti. Arnaud serra la barrière du lit d'hôpital. Tu aurais pu être tué. »« Mais je ne l'ai pas été, » fit remarquer Grégoire. « Juste un peu amoché. Il me garde pour observation cette nuit, mais je devrais sortir demain. »« Tu viens rester chez moi, » dit Arnaud fermement. Pas d'argument. Grégoire eut l'air de vouloir protester, mais hocha ensuite la tête. « D'accord, mais seulement parce que mon appartement n'a pas d'ascenseur et il est hors de question que je monte 3 étages avec des côtes cassées. » Le médecin revint, indiquant qu'il était temps pour eux de partir. Arnaud serra la bonne main de son frère. « Je reviendrai dès la première heure demain pour te récupérer. »« Apporte du café » demanda Grégoire. « Le bon, pas la mixture infâme de l'hôpital. » Sur le parking, Arnaud serra soudain Céleste dans une étreinte féroce, son corps tremblant légèrement. « Il aurait pu mourir » murmura-t-il contre ses cheveux. Céleste le tint fermement, sentant son cœur battre la chamade contre sa joue. Mais il ne l'a pas fait, il va s'en sortir. Arnaud recula juste assez pour la regarder, les yeux humides. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si... » Il s'interrompit, incapable de finir sa pensée. « Vous n'avez pas à penser à ça, » le rassura-t-elle. « Il est en sécurité, c'est ça qui compte. » Ils restèrent là, les bras l'un autour de l'autre, aucun des deux ne voulant être le premier à lâcher prise. Le confort familier de l'étreinte d'Arnaud remua des sentiments que Céleste avait essayé d'enfouir. Elle avait oublié à quel point ils s'adaptaient parfaitement l'un à l'autre, à quel point elle se sentait en sécurité dans ses bras. « Je devrais vous ramener chez vous, » dit Arnaud finalement, la relâchant à contre-cœur. « Est-ce que ça va aller ?» demanda-t-elle. « Vous avez eu une sacrée journée. D'abord votre mère, maintenant Grégoire. »« Ça ira, » dit-il, bien qu'il ait l'air épuisé. « Je dois préparer la chambre d'amis pour Grégoire, acheter quelques provisions. »« Laissez-moi vous aider, » proposa Céleste avant de pouvoir se retenir. « Nous pouvons passer au magasin en chemin vers votre appartement. Je peux vous aider à préparer la chambre d'amis. » Arnaud eut l'air surpris, puis reconnaissant. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'en ai envie, dit-elle et réalisa que c'était vrai. C'est ce que font les amis, n'est-ce pas? S'entraider quand les choses deviennent difficiles. C'est ça, acquiesça-t-il, bien que quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il espérait plus que de l'amitié. Merci. Alors qu'il se rendait à l'épicerie, Céleste envoya un SMS à Amélie pour lui faire savoir ce qui s'était passé et qu'elle rentrerait tard. La réponse d'Amélie fut, comme prévu, pleine d'inquiétude. « Fais attention,
Ne te laisse pas emporter par sa crise. N'oublie pas tes limites. Céleste fixa le message, ressentant un pincement d'irritation. Sa sœur voulait bien faire, mais elle ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas de se laisser emporter par les problèmes d'Arnaud. Il s'agissait d'être là pour quelqu'un qui avait besoin de soutien, le même soutien qu'elle l'avait autrefois supplié d'accepter d'elle. Peut-être que c'était la différence maintenant. Arnaud ne la repoussait pas, il la laissait entrer, acceptait son aide, montrait sa vulnérabilité. Ce n'était pas une faiblesse, comme il l'avait cru autrefois. C'était une force d'un autre genre. Alors qu'il faisait les courses, planifiait un dîner simple pour le lendemain, puis se rendait au condominium d'Arnaud en centre-ville, Céleste ressentit un étrange sentiment de justesse, comme des pièces d'un puzzle se remettant en place. Pas le même puzzle qu'avant, quelque chose de nouveau, quelque chose avec une image plus claire. Elle n'était juste pas encore sûre de ce que serait cette image. Les semaines suivantes s'installèrent dans un nouveau rythme. Grégoire se rétablit au condominium d'Arnaud, se plaignant de l'attention constante de son frère, mais appréciant secrètement les soins. Céleste rendait visite à Éléonore 3 fois par semaine, parfois avec Arnaud, parfois seul. Et chaque mardi après-midi, Arnaud se présentait au cours de Pilates, s'améliorant progressivement de terrible à simplement mauvais. Ils ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux, pas directement, mais quelque chose changeait définitivement, dans les regards prolongés, les touches occasionnelles, la façon dont ils gravitaient l'un vers l'autre dans n'importe quelle pièce. « Vous deux êtes épuisants à regarder », commenta Grégoire un soir alors qu'ils dînaient tous les trois chez Arnaud. « Embrassez-vous déjà et abrégez nos souffrances. » Grégoire, Étienne avertit, ses joues rougissantes. « Quoi? Je suis blessé. J'ai le droit d'être direct. » Il se tourna vers Céleste qui étudiait ses pattes avec une fascination soudaine. « Sérieusement, par contre, il est différent maintenant. Tu peux voir ça, n'est-ce pas? » « Je devrais vérifier le dessert, » dit Céleste, se levant brusquement et s'échappant vers la cuisine. Étienne foudroya son frère du regard. « C'était nécessaire? »« Absolument, » répondit Grégoire, sans le moindre remords. « Vous agissez tous les deux comme des adolescents avec un faible l'un pour l'autre, tournant autour du pot au lieu de parler de ce qui se passe vraiment. C'est compliqué, » dit Étienne doucement. « Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de douleurs. Et alors, la vie est compliquée, la vie est pleine de douleurs. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ce qui compte. » Grégoire se pencha en avant, grimaçant légèrement au mouvement de ses côtes en guérison. « Écoute, frôler la mort met les choses en perspective. Ne perds pas de temps à avoir peur. » Dans la cuisine, Céleste s'appuya contre le comptoir, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Grégoire n'avait pas tort. Les choses avaient changé entre elle et Étienne. Il était plus ouvert, plus présent, plus prêt à être vulnérable. Et elle retombait amoureuse de lui, malgré ses meilleures intentions, malgré les avertissements constants d'Amélie. Mais était-ce suffisant? Les gens pouvaient-ils vraiment changer si fondamentalement? Ou Étienne se retirerait-il de nouveau dans la distance émotionnelle quand les choses redeviendraient difficiles? Besoin d'aide? La voix d'Étienne la tira de ses pensées. « Sors juste la glace pour qu'elle ramollisse, » dit-elle, désignant le pot sur le comptoir. Il se plaça à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de toilette, la même qu'il portait lorsqu'ils étaient bris-mariés. L'odeur familière déclencha un flot de souvenirs. « Je suis désolé pour Grégoire, » dit-il. « Il n'a aucun filtre à un jour normal. Avec la commotion cérébrale et les antidouleurs, il haussa les épaules avec un air contrit. « C'est bon, » l'assura-t-elle. « Il dit juste ce qu'il pense. »« Et qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Étienne demanda doucement. « De nous ?» Céleste croisa son regard. « Je crois que j'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur que peu importe à quel point les choses semblent différentes, elles finissent par être les mêmes. »« J'ai peur aussi, » confessa-t-il. « Peur de tout gâcher de nouveau. Peur de ne pas mériter une seconde chance. Mais j'ai plus peur de ne pas essayer. De te laisser partir de nouveau sans me battre pour ce que nous avions, ce que nous pourrions avoir de nouveau. » Il tendit la main vers elle, son toucher envoyant une chaleur le long de son bras. « Je suis en thérapie. J'apprends à parler de mes sentiments au lieu de les garder pour moi. J'essaie d'être l'homme que tu as toujours mérité. Mais je sais que les mots ne suffisent pas. Je dois te le montrer, jour après jour, que j'ai changé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Grégoire appela de la salle à manger. « La glace arrive ou vous êtes en train de vous embrasser là-dedans ?» Le moment brisé, ils rirent, la tension s'apaisant. « On arrive !» rappela Étienne, serrant la main de Céleste une fois avant de lâcher. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Étienne la ramenait chez elle, Céleste se surprit à souhaiter que le trajet soit plus long. Quand ils atteignirent son immeuble, aucun d'eux ne fit un geste pour mettre fin à la soirée. « Merci pour le dîner, » dit-elle, « et d'avoir supporté les commentaires de Grégoire. Merci de m'avoir aidé pour tout. Grégoire, ma mère, tout ça.
Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. C'est ce que tu dois te rappeler, dit-elle doucement. Tu n'as pas à tout faire seul, Étienne. Laisser les gens t'aider n'est pas une faiblesse. Je le sais maintenant, dit-il. J'aurais juste aimé l'apprendre plus tôt. Tout arrive quand ça doit arriver, dit Céleste, se surprenant elle-même par ce sentiment. 2 mois auparavant, elle aurait ricané à une telle idée. Mais maintenant, en regardant Étienne, l'homme qu'il devenait, elle se demanda si leur séparation n'avait pas été nécessaire pour qu'ils grandissent tous les deux. « Céleste, dit Étienne, sa voix basse et sérieuse, j'aimerais t'embrasser pour te dire bonne nuit. Mais seulement si tu le veux aussi. » Son cœur martela dans sa poitrine. « Je crois que oui, » murmura-t-elle. Il se pencha par-dessus la console, une main venant lui encadrer la joue. Le baiser fut doux, interrogateur, un moment suspendu dans le temps. Quand ils se séparèrent, Céleste se sentit étourdie par l'émotion. « Bonne nuit, Étienne, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, Céleste. » Elle sortit de la voiture avec des jambes tremblantes, sentant son regard sur elle, alors qu'elle entrait dans son immeuble. Dans l'ascenseur, elle toucha ses doigts à ses lèvres, sentant toujours la pression de son baiser. Qu'était-elle en train de faire? Après tout ce qu'ils avaient traversé, envisageait-elle vraiment de lui donner une autre chance? De leur donner une autre chance? Amélie dirait qu'elle était naïve. Mais Amélie n'avait pas vu ce qu'elle avait vu. La façon dont Étienne parlait maintenant ouvertement de ses sentiments, la façon dont il s'appuyait sur elle et Grégoire quand les choses devenaient difficiles, la vulnérabilité dans ses yeux quand il admettait ses peurs. Peut-être que les gens pouvaient changer s'ils le voulaient suffisamment fort. Peut-être qu'elle aussi avait changé. Le docteur Dubois observa Étienne de l'autre côté de son bureau. « Vous semblez différent aujourd'hui, » observa-t-elle. « Plus en paix. »« Je me sens différent, » admit Étienne. « Pour la première fois depuis des années, je me sens plein d'espoir. Parlez-moi de cela. »« Céleste et moi nous sommes embrassés hier soir, » dit-il, incapable de retenir le sourire sur son visage. « Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Et c'était juste. C'est une étape significative, » nota le docteur Dubois. « Comment vous sentez-vous à ce sujet? »« Terrifié, » dit Étienne honnêtement. « Excité, reconnaissant. Je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir. Je sais qu'un baiser n'efface pas 2 ans de douleur, mais cela ressemble à un début. Qu'est-ce qui a changé, selon vous? Qui rend ce début possible? » Étienne considéra la question attentivement. « J'ai changé, » dit-il finalement. « J'apprends à être vulnérable, à demander de l'aide quand j'en ai besoin, à parler de mes sentiments au lieu de me fermer. » Et comment Céleste a-t-elle réagi à ces changements? « Elle est prudente, » dit Étienne, ce qui est compréhensible. Je l'ai beaucoup blessée, mais elle me donne une chance de lui montrer que les choses peuvent être différentes cette fois. « Que se passe-t-il quand les choses redeviennent difficiles ?» demanda le docteur Dubois. « Parce qu'elles le feront. C'est la nature de la vie. » C'était la question qu'Étienne s'était posée. Le véritable test de sa croissance ne viendrait pas dans ces bons moments, mais dans les inévitables moments difficiles. « Je lui parlerai, » dit-il fermement. « Je lui dirai quand je serai en difficulté. Je demanderai de l'aide. Je me rappellerai que la laisser entrer ne me rend pas faible. Cela nous rend plus forts ensemble. » Le docteur Dubois hocha la tête avec approbation. « C'est une perspective saine, mais rappelez-vous, ce chemin ne consiste pas seulement à reconquérir Céleste. Il s'agit avant tout de devenir une personne plus saine, plus intégrée pour vous-même. »« Je sais, » Étienne acquiesça, « et je m'y engage. Peu importe ce qui se passe avec Céleste, mais je mentirais si je disais qu'elle n'est pas une grande partie de ma motivation. »« C'est naturel, » l'assura le docteur Dubois. « L'amour est un puissant moteur de changement. Assurez-vous simplement de ne pas définir votre progrès uniquement par sa réaction. » Alors qu'Étienne quittait la séance, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait passé tellement de temps à essayer d'être fort pour les autres, sans jamais réaliser que la vraie force venait de la vulnérabilité, de la connexion, du courage de demander de l'aide. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à Céleste. « Je viens de finir la séance de thérapie. Bonne séance. Ça m'a fait penser à quel point je te suis reconnaissant. Dîner vendredi ?» Sa réponse arriva rapidement. « J'aimerais ça, 19h encore. »« Parfait, » répondit-il par SMS, souriant à lui-même. Plus tard dans l'après-midi, Étienne était dans son bureau, examinant des plans quand son assistante frappa à la porte. « Monsieur Leclerc, le comité de la Fondation Mercier est là pour votre présentation. » Étienne hocha la tête, rassemblant ses documents. La subvention de la Fondation Mercier financerait son projet de centre communautaire, incluant des installations spécialisées pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'était le projet le plus personnel qu'il ait jamais entrepris, inspiré par le parcours de sa mère. Dans la salle de conférence, un groupe de membres du conseil bien habillés attendait. Étienne reconnut Jacques Mercier,
le fondateur âgé, assis au bout de la table. « Monsieur Leclerc », le salua Mercier, « nous sommes impatients de découvrir votre concept de design. » Étienne installa sa présentation, ressentant un calme étrange. Ce projet comptait pour lui d'une manière qu'aucun autre n'avait eue auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de remporter une commande prestigieuse, il s'agissait de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait aider des familles comme la sienne. « Avant de commencer, » dit Étienne, « j'aimerais partager pourquoi ce projet m'est si personnel. Ma mère a été diagnostiquée avec un Alzheimer précoce il y a 4 ans. La voir évoluer dans des environnements qui n'étaient pas conçus pour ses besoins a été une révélation. Des choses simples, des agencements confus, un mauvais éclairage, un manque de repères visuels, la rendent anxieuse et désorientée. » Il afficha une photographie d'Éléonore. « Voici ma mère, Éléonore Leclerc. Elle était autrefois une brillante professeure de littérature. Maintenant, elle a du mal à se souvenir du jour de la semaine. Mais dans le bon environnement, avec le bon soutien, elle a encore des moments de lucidité, de joie, de connexion. » Les membres du conseil écoutaient attentivement, tandis qu'Étienne continuait, sa voix devenant plus passionnée. « L'architecture ne peut pas guérir l'Alzheimer, mais elle peut créer des espaces qui honorent la dignité et l'humanité de ceux qui vivent avec. C'est ce que ce centre communautaire vise à faire. » Alors qu'il leur présentait son design, les éléments de signalisation intuitifs, les jardins de la mémoire, les espaces pour l'interaction familiale, Étienne se sentait plus connecté à son travail que jamais auparavant. « Des questions » demanda-t-il quand il eut terminé. Jacques Mercier se pencha en avant. « Juste une, monsieur Leclerc. Quand pouvez-vous commencer ?» Céleste terminait son dernier cours de la journée quand son téléphone vibra avec un SMS d'Étienne. « J'ai eu la subvention de la Fondation Mercier. On peut fêter ça ce soir au lieu d'attendre vendredi ?» Elle sourit, tapant en retour. « Félicitations, c'est une excellente nouvelle. Oui, pour ce soir. Où et quand ? Je passe te prendre à 19h. Mais une belle robe. J'ai quelque chose de spécial de prévu. » Intriguée, Céleste rentra chez elle en hâte pour se préparer. Elle choisit une robe bleu nuit qu'Étienne avait toujours aimée, se sentant seulement légèrement coupable de vouloir l'impressionner. Quoi qu'il se passait entre eux, ce soir était l'occasion de célébrer sa réussite. Une réussite qui, elle le savait, comptait énormément pour lui. À précisément 19h, Étienne arriva, élégant dans un costume anthracite. Ses yeux s'écarquillèrent d'admiration en la voyant. « Tu es splendide, » dit-il, sa voix chaude d'admiration. « Tu as l'air pas mal non plus, » répondit-elle, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Alors, où allons-nous ?»« C'est une surprise, » dit-il mystérieusement, lui offrant son bras. La surprise s'avéra être un petit restaurant exclusif surplombant la Seine. Alors qu'on les conduisait à une table avec une vue spectaculaire sur la skyline illuminée de Paris, Céleste ne put s'empêcher d'être impressionnée. « Ça a dû être impossible d'obtenir une table à la dernière minute, » remarqua-t-elle. « La fille du propriétaire prend des cours de pilates dans ton studio, » expliqua Étienne avec un sourire. « J'ai peut-être laissé tomber un nom. »« Malin, » rit-elle. Ils commandèrent du champagne pour fêter ça, et alors qu'ils trinquaient, l'expression d'Étienne devint sérieuse. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit-il. « Ton soutien, tes idées sur les besoins de ma mère, tout cela a façonné le design. »« Je doute que ce soit vrai, » répondit-elle modestement. « Tu as toujours été talentueux. Talentueux, peut-être, mais fermé. Je n'aurais jamais partagé l'histoire personnelle derrière le design auparavant. Je l'aurais gardé professionnel, impersonnel. Aujourd'hui, j'ai parlé au conseil de ma mère, de la raison pour laquelle cela compte pour moi. « Pince, c'est un grand pas, » reconnut Céleste, touchée par sa croissance. « C'était juste, » dit-il simplement. « Être honnête sur ce qui me motive, être vulnérable sur ce qui compte. » Alors que le dîner avançait, ils parlèrent de ses plans pour le centre communautaire, de l'amélioration de l'état d'Éléonore, du rétablissement de Grégoire. C'était facile, naturel, comme rentrer à la maison après un long voyage. Au moment du dessert, Étienne tendit la main vers la sienne à travers la table. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, » dit-il. « Quelque chose d'important. » Céleste sentit son pouls s'accélérer. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'Ordre des architectes d'Île-de-France tient son gala annuel le week-end prochain. Je vais recevoir un prix pour l'innovation en design. J'aimerais que tu viennes avec moi, en tant que ma cavalière. » Le mot « cavalière » plana entre eux, significatif et lourd de sens. « Un vrai rendez-vous cette fois ?» demanda-t-elle doucement. « Pas juste entre amis. »« Un vrai rendez-vous, hein, confirma-t-il, si tu es prête pour ça. » Elle étudia son visage, le regard plein d'espoir dans ses yeux, la vulnérabilité de sa bouche. C'était le moment de vérité. Était-elle prête à franchir ce pas?
à risquer son cœur de nouveau? Je crois que oui, dit-elle finalement. Mais Étienne, nous devons prendre les choses lentement, vraiment lentement. Le soulagement et la joie se répandirent sur ses traits. Lentement, c'est bien. Lentement, c'est parfait. Je veux juste une chance de te montrer qui je suis maintenant, qui nous pouvons être ensemble. Elle lui serra la main, un sourire hésitant se formant sur ses lèvres. Alors oui, je serai ta cavalière pour le gala. La nuit du gala arriva, apportant avec elle un frisson de nervosité. Céleste avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, une robe longue émeraude qui complétait sa carnation et la faisait se sentir belle. Alors qu'elle mettait les dernières touches à son maquillage, elle entendit frapper à la porte de son appartement. C'était Amélie, l'air préoccupé. « Je devais te voir avant ton grand rendez-vous », dit-elle, entrant sans attendre. « Tout va bien ?» demanda Céleste. « C'est ce que je suis venue te demander », répondit Amélie, observant sa sœur. « Tu es magnifique, au fait. »« Merci », dit Céleste, se retournant vers le miroir pour mettre ses boucles d'oreilles. « Eh oui, tout va bien. Mieux que bien, en fait. Tu vas vraiment le faire, observa Amélie. Te remettre avec Étienne. Nous prenons les choses lentement, clarifia Céleste, un jour à la fois. Mais tu retombes amoureuse de lui. Je le vois sur ton visage. Céleste soupira, se tournant pour faire face à sa sœur. Peut-être que oui, est-ce si terrible? Oui, s'il te brise le cœur de nouveau, dit Amélie sans détour. Céleste, j'étais là la première fois. Je t'ai vu t'effondrer. Je ne veux pas que ça se reproduise. Il est différent maintenant, insista Céleste. Il est en thérapie. Il s'ouvre. Il me laisse entrer. Pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine crise? Jusqu'à ce que les choses redeviennent difficiles? Ce n'est pas juste, protesta Céleste. Les gens peuvent changer, Amélie. J'ai changé. La femme que j'étais il y a 2 ans n'aurait jamais ouvert son propre studio, ne se serait jamais tenue debout seule comme je l'ai fait. C'est exactement mon argument, dit Amélie avec passion. Tu es forte maintenant, indépendante, heureuse. Pourquoi risquer ça? Céleste prit les mains de sa sœur. Parce que la vie ne consiste pas à jouer la sécurité. Il s'agit de prendre des risques pour ce qui compte. Et malgré tout, Étienne compte pour moi, il a toujours compté. L'expression d'Amélie s'adoucit. Je ne veux juste pas te voir souffrir de nouveau. Je sais, dit Céleste, et je t'aime pour ça. Mais je dois suivre mon cœur sur ce coup-là. Après un instant, Amélie hocha la tête à contre-cœur. Bien, mais s'il te fait souffrir de nouveau, j'aurai le droit de dire « je te l'avais dit » avant de le tuer. Céleste rit. Marché conclu. Quand Étienne arriva pour la chercher, il apporta une petite boîte au lieu des fleurs traditionnelles. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un seul charme, une minuscule rose en argent. « Des roses blanches ?» dit-il en l'attachant autour de son poignet. « Toujours tes préférées, n'est-ce pas? Tu t'en es souvenu ?» dit-elle, touchée par l'attention. « Je me souviens de tout de toi, Céleste, » dit-il doucement, même des choses que j'étais trop têtu pour reconnaître auparavant. Le gala se tenait dans la grande salle de bal de l'un des plus anciens hôtels parisiens. La pièce scintillait de lumière et des bijoux de l'élite architecturale de la capitale. Alors qu'ils entraient, plusieurs personnes saluèrent chaleureusement Étienne, leur regard curieux se posant sur Céleste. « Étienne, ravi de te voir, » dit un homme plus âgé, lui serrant la main. « Et qui est cette charmante demoiselle? »« Jacques, voici Céleste Armand, » dit Étienne fièrement. « Céleste, voici Jacques Mercier de la Fondation Mercier. » L'inspiration derrière le design du centre communautaire d'Étienne, dit Jacques, prenant sa main. Il a parlé en termes très élogieux de tes idées. Vraiment? Demanda Céleste surprise. En effet, sa présentation était très émouvante. Le lien personnel avec le projet informe clairement son approche innovante. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de la voir se concrétiser. Alors qu'il se frayait un chemin dans la foule, d'autres présentations suivirent. Étienne gardait sa main sur le bas de son dos, une présence chaude et rassurante. Il semblait différent dans ce cadre professionnel qu'elle ne l'avait connu, plus confiant mais moins sur ses gardes, plus disposé à partager le mérite et à reconnaître les influences. Quand vint le moment des prix, ils trouvèrent leur place près de la scène. Le président de l'Ordre des architectes monta sur l'estrade pour présenter les lauréats. Notre prochain prix, pour l'innovation en design axé sur la communauté, est décerné à Étienne Leclerc, du groupe architectural Leclerc. Les applaudissements remplirent la salle, tandis qu'Étienne serrait la main de Céleste et se dirigeait vers la scène. Il accepta le prix en cristal avec un gracieux hochement de tête, puis s'approcha du microphone. « Merci », commença-t-il. « Ce prix signifie beaucoup pour moi, en particulier parce qu'il récompense un design qui met les gens en premier. C'est quelque chose que j'ai perdu de vue pendant un certain temps, l'élément humain en architecture. La façon dont les espaces façonnent nos expériences, nos connexions, nos vies.
Il marqua une pause, ses yeux trouvant Céleste dans le public. « J'aimerais dédier ce prix à 2 femmes extraordinaires. Ma mère, Éléonore Leclerc, dont le parcours avec l'Alzheimer m'a appris plus sur le courage et la grâce que je n'aurais pu en apprendre en une vie. Et Céleste Armand qui m'a appris que la vraie force ne se trouve pas dans le fait de rester seule, mais dans le courage de laisser les autres entrer. » Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux, tandis qu'Étienne continuait. « Il y a 2 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'ai repoussé la femme que j'aimais parce que j'avais peur d'être vulnérable, d'avoir besoin d'elle. Je pensais la protéger, mais en réalité, je me protégeais moi-même. Il a fallu la perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. » Des murmures parcoururent la foule à ce tournant inattendu personnel. L'architecture consiste à créer des espaces qui nous abritent, qui nous rassemblent, qui nous aident à nous connecter. Mais ces connexions ne signifient rien si nous nous murons émotionnellement, si nous concevons de belles maisons mais ne pouvons pas ouvrir nos cœurs aux personnes qui font de ces maisons des foyers. Son regard resta fixé sur Céleste, comme s'ils étaient les 2 seules personnes dans la pièce. « J'apprends encore, je grandis encore, j'essaie encore d'abattre les murs que j'ai construits autour de mon cœur. Mais je suis reconnaissant chaque jour pour les secondes chances, pour l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui dure. » Il leva légèrement le prix. « Merci pour cet honneur. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce cheminement, en particulier ceux qui avaient toutes les raisons de partir, mais ont choisi de rester. » Les applaudissements alors qu'il quittait la scène furent assourdissants. Quand il revint à leur table, Céleste pouvait à peine parler à cause de la boule dans sa gorge. C'était tout un discours, parvint-elle à dire finalement. « Trop » demanda-t-il, soudain incertain. « Non » dit-elle, tendant la main vers la sienne. C'était parfait. Pour le reste de la soirée, ils se mêlèrent à la foule, dansèrent et célébrèrent. Étienne la présenta à des collègues et des clients, toujours avec une chaleur et une fierté qui la firent se sentir valorisée. C'était différent de leur mariage, où il avait soigneusement séparé ses vies professionnelles et personnelles. Alors que la nuit se terminait, il se tenait sur la terrasse de l'hôtel, regardant les lumières de la ville. Étienne enroula sa veste autour de ses épaules pour la protéger du froid. « Merci d'être venu ce soir, dit-il, d'être à mes côtés. Merci pour le plus beau discours que j'ai jamais entendu, répondit-elle. Tu le pensais? Tout, chaque mot, l'assura-t-il, surtout la partie sur les secondes chances. Elle se tourna pour lui faire face, cherchant dans ses yeux le moindre soupçon de doute, la moindre ombre de la distance émotionnelle qui les avait jadis séparés. Tout ce qu'elle trouva fut de l'amour clair et stable. « J'ai toujours peur, admit-elle, de me blesser de nouveau, de me perdre en nous. Je sais, dit-il, j'ai peur aussi, mais je pense que c'est peut-être bien. Peut-être que le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Quand es-tu devenu si sage ?» taquina-t-elle gentiment. « La thérapie, dit-il avec un sourire. Il paraît que payer des inconnus pour écouter tes problèmes a ses avantages. » Elle rit, le son portant dans l'air nocturne. Puis, plus sérieusement, nous devrons établir des limites, nous assurer que nous grandissons ensemble, sans nous perdre. « Absolument, acquiesça-t-il. Je veux faire les choses bien, Céleste, quoi qu'il en coûte. Et tu continueras la thérapie ? Aussi longtemps que j'en aurai besoin, promit-il. Ce qui, selon le docteur Dubois, pourrait être un moment. Elle sourit, le cœur plein. Alors je pense que nous avons une chance. Une vraie cette fois. Il encadra son visage de ses mains, son toucher respectueux. Je t'aime, Céleste Armand. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'avais simplement oublié comment le montrer. Moi aussi je t'aime, murmura-t-elle. J'ai essayé de ne pas t'aimer, mais certains amours ne meurent pas. Ils se perdent juste un temps. Quand il l'embrassa, elle eut l'impression de retrouver son foyer et, simultanément, de s'embarquer pour une nouvelle aventure. Ce n'était pas la fin de leur histoire. À bien des égards, c'était juste le début, une seconde chance durement acquise et précieuse. 3 mois plus tard, Céleste se tenait dans la chambre d'Éléonore au clos des Mimosas, aidant la femme âgée à se préparer pour une sortie spéciale. Le centre communautaire qu'Étienne avait conçu organisait sa cérémonie de pose de la première pierre et Éléonore était l'invitée d'honneur. « Scollier, ce n'est pas trop ?» demanda Éléonore, touchant le rang de perles à son cou. « Il est parfait, l'assura Céleste. Vous êtes magnifique, Éléonore. »« Vous aussi, ma chère, » répondit Éléonore, ses yeux clairs et vifs. Elle passait une bonne journée, l'une des nombreuses ces derniers temps, car son nouveau traitement semblait aider à stabiliser ses symptômes. « Cette bague est ravissante à votre main. » Céleste baissa les yeux vers le simple anneau d'argent à sa main droite, une bague de promesse qu'Étienne lui avait donnée la semaine dernière. Pas une bague de fiançailles, pas encore. Ils prenèrent leur temps,
reconstruisant la confiance pas à pas. « Merci, dit-elle doucement. « Il va mieux, n'est-ce pas ?» demanda Éléonore. « Mon fils, il me semble plus léger, plus lui-même. »« Oui, » convint Céleste. « Nous deux. » Éléonore lui prit la main, sa poigne étonnamment ferme. « J'ai toujours su que vous finiriez par vous retrouver. Un amour comme le vôtre ne se rencontre pas tous les jours. » On frappa à la porte, annonçant l'arrivée d'Étienne. Il entra avec Gauthier, qui s'était complètement remis de son accident et avait retrouvé son entrain et son esprit taquin. « Mesdames, votre carrosse vous attend, » annonça Gauthier avec une révérence théâtrale. Et par carrosse, j'entends la berline ennuyeuse d'Étienne. « Qu'est cette berline ennuyeuse a des sièges chauffants ?» protesta Étienne avec bonne humeur. Il s'approcha de sa mère et l'embrassa sur la joue. « Tu es magnifique, maman. »« Bien sûr que oui, » dit Éléonore avec une pointe de son ancien esprit. « Céleste m'a aidé. » Les yeux d'Étienne rencontrèrent ceux de Céleste par-dessus la tête de sa mère, remplis de gratitude et d'amour. « Elle a un don pour ça, » dit-il doucement. « Aider les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. » La cérémonie de pose de la première pierre fut modeste, mais pleine de sens. Éléonore, avec l'aide d'Étienne, retourna la première pelletée de terre là où le jardin de la mémoire serait aménagé. Des journalistes prirent des photos, des représentants de la mairie firent des discours. Et Étienne exposa sa vision d'un espace qui servirait la communauté tout en offrant un soutien spécialisé à ceux qui souffrent de troubles de la mémoire. Ensuite, tandis qu'il célébrait avec du gâteau et du champagne, Céleste se retrouva légèrement à l'écart, observant Étienne interagir avec les invités. Il passait d'une conversation à l'autre avec aisance, son charme naturel rehaussé par une nouvelle ouverture, une volonté de se connecter qui lui avait manqué auparavant. Gauthier apparut à ses côtés, lui offrant un verre de champagne. « À quoi penses-tu »« Je pensais juste à tout le chemin parcouru, » dit-elle en acceptant le verre. « Qu'est-toi, moi, Étienne, Éléonore? Nous formons un sacré groupe, n'est-ce pas ?» Gauthier sourit. « La famille brisée qui a réussi à se retrouver. »« Pas brisée, » corrigea Céleste doucement. « Juste un peu perdue un temps. »« Eh bien, quoi que nous ayons été, je suis heureux que nous soyons ici maintenant. » Il trinqua son verre contre le sien. « Aux secondes chances, fit-elle écho. De l'autre côté de la pièce, Étienne croisa son regard et sourit. Un sourire plein de promesses, d'avenir, d'un amour qui avait traversé une tempête et en était ressorti plus fort. Il s'excusa de sa conversation et la rejoignit, glissant un bras autour de sa taille. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. Céleste se pencha contre lui, sentant le battement régulier de son cœur contre son épaule. « Oui, » dit-elle simplement, « je le suis. » Et elle l'était. Non pas que tout fût parfait, loin de là. Il y aurait encore des jours difficiles. L'état d'Éléonore continuerait de s'aggraver. Le travail serait parfois stressant. La vie leur lancerait des défis, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, ils affronteraient ces défis ensemble. Cette fois, Étienne ne s'enfermerait pas quand les choses deviendraient difficiles. Cette fois, Céleste n'aurait pas à le supplier de se battre pour eux. Parce que cette fois, ils savaient tous deux ce qu'ils avaient failli perdre, et aucun des deux n'était prêt à le laisser s'échapper à nouveau. Le rendez-vous qui n'aurait jamais dû avoir lieu les avait menés ici, à une seconde chance qu'ils n'avaient jamais imaginée, à un amour plus profond et plus vrai qu'avant, à un avenir qu'ils construiraient ensemble, jour après jour. Tandis qu'Étienne l'embrassait sur la tempe, ses lèvres s'attardant dans une promesse silencieuse, Céleste sut avec une certitude absolue, parfois, une mauvaise direction mène exactement là où l'on doit être. Fin.